c'est Philippe. Bienvenue au podcast Les Impromptus, en présence de moi-même, le mêlé en chef, Eva, la foodie anxieuse, ainsi que Marcos, Bonjour. le Peter Pan des temps modernes. Marcos, tu as un sujet pour nous autres ce soir? Ouais, en fait, c'est pas mal l'idée à Eva. Donc, le thème de ce soir, ce serait la pluralité. L'identité plurielle. C'est compliqué, c'est tellement fancy pour elle. Oui, je vais vous S'il te expliquer plaît. c'est quoi en des termes bien simples. Pour les auditeurs Parce que, et en moi. fait, c'est que j'ai... Oui, mais en fait, c'est ça. J'ai participé à une étude par rapport à ça l'année dernière. Puis c'est là que j'ai appris le terme. Puis j'imagine que c'est un terme relativement scientifique, là, c'est ça, comme sciences humaines, Ouais. mettons. Puis en fait, ça parle de genre... quand tu t'identifies à plusieurs cultures différentes. Puis l'étude en particulier dans laquelle j'avais participé, c'était comment ça se passe quand tu grandis en ayant deux parents de différentes cultures. OK. Et c'est notre Ouais, cas, ouais. n'est-ce pas? Ouais. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois ou qui ne savent pas, nous, notre père est salvadorien, donc il vient d'un petit pays d'Amérique centrale qui s'appelle El Salvador. Et c'est un pays latino-américain, c'est ça. Puis il a eu des enfants avec notre mère, logiquement. Puis notre mère est québécoise. Donc c'est ça. Puis je pense que c'est une partie vraiment comme fondatrice de notre personnalité, dans le sens que c'est tellement une partie importante de qui on est, je pense, puis de comment on a grandi. Puis j'ai l'impression que c'est un bon sujet d'en parler pour le podcast, parce que je pense que ça va vraiment comme... Vous allez plus comprendre un peu, tu sais, d'où on vient, puis tout ça. Ouais. C'est le cas Donc voilà, c'est ça le sujet de de beaucoup de l'antiquité. personnes quand même au Québec. Ben beaucoup, tu sais, c'est pas nécessairement... On n'est pas une majorité, mais je veux dire, on n'est pas les seuls non plus. Fait que, surtout dans les grands centres-villes, donc la ville de Québec, Montréal, Laval, tu sais, tant que t'es pas vraiment un village, puis même dans un village, je dis pas que ça arrive pas, là, mais tu sais, dans les moindrement villes, c'est des trucs qui peuvent arriver. Avez-vous... je pensais à ça, en fait, j'avais eu une discussion super rapide avec Philippe avant, mais je voulais savoir, toi, Philippe, on commence par toi. Combien de fois tu t'es fait arrêter par la police? Non, pas du tout, mais plutôt quand est-ce que tu as utilisé la race card? Ouais. L'as-tu en fait- utilisé? Va pas me dire que non, je te crois pas. Puis, dans quel Non, ben contexte? tu sais, c'est sûr que c'est pratique quand t'as des demandes d'embauche, là. Oui, exactement, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, quand tu t'inscris au gouvernement, genre du Canada ou du Québec, whatever, Minorité, oui. puis tu peux cocher minorité visible, puis c'est comme pas invisible semi, là, mais en tout cas... Ou dans certaines entreprises où ça fait partie de nos valeurs. Ouais. Fait que, ouais, c'est Ah ça. ouais. Fait que c'est pas mal le seul moment. Sinon, honnêtement, à part en disant notre nom, ben, on n'a pas zéro trait, mais tu sais, c'est pas flagrant non plus. Tu sais, Ouais. on s'entend, là. Non, Pour ceux qui ne ça nous dépend, voient je pas pense, présentement. je pense que ça dépend. Ouais, c'est ça. Ceux qui nous voient pas en ce moment, j'ai les cheveux bruns, frisés. Non, c'est joke. Mais J'ai une belle barbe. oui, une belle barbe. Mais je pense que c'est ça. Ça dépend. Mais tu sais, mettons, moi particulièrement, j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas, mais j'ai l'impression que je suis celle que ça paraît le moins entre nous quatre, avec notre autre frère Gabriel. Que ça paraît peut-être le moins qui est comme que des origines latino-américaines, parce que, je veux dire, ben, j'ai les yeux de notre père, même à vous tous, chers auditeurs. Mais à part ça, comme presque tous mes traits du visage viennent de notre mère, qui est québécoise. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Ben, en fait, en tout cas, je sais pas vous, là, mais moi, j'ai eu définitivement les deux expériences. J'ai l'impression que c'est pas évident. La plupart des gens me voient puis ils pensent que je suis québécoise. Mais il y a quelques personnes, des fois, qui me disent est-ce que tu as des petites origines dans quelque part? Je dirais. Des fois, mais c'est jamais justement évident. Tout de suite, on t'identifie, on te met une étiquette sur le front de genre t'es une minorité ou whatever. Je pense que ça paraît... Ouais, en tout cas, moi personnellement, j'ai l'impression que ça paraît vraiment pas tant que ça. Moi, des fois, c'était... les gens me demandaient si j'étais autochtone, à cause que moi, j'ai les yeux bridés. Un peu plus que vous. Mais ça m'est arrivé de me faire demander si j'étais autochtone. OK.
Ouais, hey, c'est drôle parce que récemment, je me suis fait demander ça aussi quand j'étais allée à Toronto, parce que j'étais avec des amis en commun de quelqu'un d'autre, là. Puis il m'a dit, tu sais, genre, j'espère que, genre, ça te dérange pas que je te demande ça, mais tu sais, c'est quoi tes origines, tout ça? Puis tu sais, fait que là, genre, j'ai expliqué, puis il dit, ouais, il dit, en fait, je trouvais que justement, t'avais l'air comme canadienne, québécoise, whatever, mais tes yeux racontent une différente histoire. Puis il dit que son premier guess, justement, c'était probablement mélangé avec autochtone. Bon. J'imagine, à cause Là, des yeux il a fait, foncés. Esti, cette pick-up line-là a pas marché. Bon, on efface ça de la liste. Ouais. T'as les yeux de Pocahontas. Disons-nous tout de suite que cet homme est en couple avec un autre homme. Donc, Ok, donc ça va pas. Bon, fait que bon. Fait que c'était littéralement juste parce qu'on jasait, Attends puis il un m'a peu. dit ça. Je vais rayer ça de Je ma pense pas liste que c'était censé être une pick-up line. d'opportunités, de possibilités. Là. Je vais rayer ça de ma liste, c'est beau. Parfait. On va ça. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve que Gab, il ressemble quand même plus à un latino que... Je pense pas que c'est le moins avec toi, là. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être, à la limite, moi puis toi, Eva, qui ressemble le moins. Gab, il y a quand même quelques traits faciaux, je trouve. Le nez. Ah non, et je disais, quand je disais Gab, c'était juste pour mentionner Le nez. entre nous quatre, mais je dis pas que lui, il ressemble moins. Genre, je pense que c'est moi qui ressemble le moins. C'est vrai que Gab, il a un peu un nez péruvien, là. Un nez à Mais Inca, c'est- là. Ouais, c'est ça. Inca. c'est- Puis on est pas Non, péruvien. non, mais je dis Inca, excuse. Tu sais, style, je dis Inca, puis en plus, c'est Maya, là, mais tu sais... Des traits autochtones Autochtones d'Amérique centrale. d'Amérique latine, genre. Ouais, ben tu sais, il y en a trois, Amérique là. latine. Tu sais, nous, on est plus... Le Salvador, ça serait plus... Ouais, il y a Maya, Aztèque, Ouais. Inca, puis nous, ben, nos origines, c'est plus Ouais, Maya. c'est ça. Ouais. Je dis Inca, j'ai dit péruvien, excusez-moi tout le monde. Non, ouais, Maya, là. Il y a quelque chose de Maya plus dans son visage, mais tu sais, quand il a pas mangé. Moi, j'ai vu une grosse différence entre Gab un peu chubby, puis Gab, on dirait qu'il meurt de faim. Puis quand il meurt de faim, là, il y a le côté Maya qui ressort plus, je trouve, d'un trait d'usage. C'est dans sa structure osseuse. Ah, exactement. Non, mais On parce le que tu le voit. vois plus Ouais. là-dessus. Quand Ouais, quand c'est tu vrai. meurs de faim, on voit toutes tes os. Puis là, ben, de ce temps-ci, là, pendant la pandémie, là, ben, il est ben gros mal nourri. Ça fait que ça paraît plus ses formes un peu de... Ouais. Pauvre petit pète. Ouais. Mais Mais j'ai une question que je me suis fait poser pendant mon étude que j'ai faite sur l'identité plurielle, puis que je sais pas vraiment c'est quoi votre réponse, fait que je suis Ouais. curieuse. Vous, dans le fond, comment est-ce que vous vous identifiez? Est-ce que vous vous identifiez vraiment comme Québécois, comme Salvadorien, ou comme juste, I guess, quelque part entre les deux? Mais mettons, si vous aviez à choisir entre les deux, là, c'est à quoi que vous vous identifiez plus? Moi, personnellement, aujourd'hui, je dirais québécois. Quand j'étais plus jeune, j'aurais plus dit salvadorien, mais tu sais, c'était... Je pense que c'est ce que les gens qui ont une identité plurielle, je pense que honnêtement, il y a des similitudes, peu importe de quel pays tes origines viennent, tant qu'à moi, mais c'est une espèce de crise identitaire. Là. Tu sais pas... Ouais, tu sais Moi, pas. un énorme complexe puis une frustration que j'avais quand j'étais plus jeune, genre primaire, adolescence, c'était que quand j'allais vers des amis qui étaient latino-américains, immigrants, eux disaient « Ah, mais toi, t'es Québécois! » Puis là, je me disais « Bon, ben OK, tu sais, je suis Québécois, ça me fâchait. » Fait que là, j'allais voir mes amis québécois, puis eux me disaient « Ah, lui, c'est un latino. Philippe, c'est un latino. » Fait qu'on dirait, c'est comme des deux bords, j'étais pas des leurs, là, si on peut dire. Fait que, Ouais, T'es mais dans ça, l'Inde, c'est dans tellement, l'Inde culturelle. genre, c'est tellement commun, ça, ouais. justement. Moi, je me suis pas tant tenue avec des gens latino-américains en grandissant, fait que j'ai jamais nécessairement eu ce problème-là, dans le sens que, comme, il y a une gang qui dit « Ah, t'es pas parmi nous, whatever », mais de façon, comme, à l'intérieur de moi, j'ai quand même eu, tu sais, cette affaire-là aussi, parce que oui, si j'ai à choisir entre les deux, je pense que je m'identifie plus comme québécoise parce que ça reste que c'est ici que j'ai grandi. Fait que la culture d'ici, c'est la culture la plus présente dans ma vie. Mais tu sais, je peux pas te dire que comme dans le sens, il y a plusieurs aspects de ma vie qui est vraiment différente des Québécois standards, on va dire. À cause de ça, tu sais. Fait que, genre, moi, je me sens vraiment pas à l'aise de m'identifier comme salvadorienne. Mais est-ce que je m'identifie 100% comme québécoise? Bah, pas vraiment non plus. Non. C'est ça. Ouais. Toi, Marcos? Moi, ben, comme toutes vous autres, j'ai eu ce questionnement-là identitaire, mais je te dirais qu'en date d'aujourd'hui, à mon âge... ben, pas au jour d'aujourd'hui, mais à mon âge, je te dirais, si quelqu'un me dit « Toi, t'es quoi? »
Tu sais, dans le fond, la bonne question. La belle question. Toi, c'est quelque chose que t'es, c'est quoi? Ben moi, ma réponse officielle, c'est... je suis québécois francophone à saveur culturelle latino-américaine. Ça serait à peu près ma définition. With a touch of spice. Ouais, c'est ça. Où je pense que ta culture dépend où tu as grandi puis ton environnement. Fait que même si biologiquement, on est 50% salvadorien, ben tu sais, il suffirait d'aller au Salvador une couple de semaines pour dire je suis pas salvadorien pas en tout, tu sais. Fait que si tu compares à tes chums, t'es pas mal comme eux. C'est juste que toi, quand tu parles en espagnol, tu peux mener une conversation puis t'as pas un accent trop dégueulasse. Mais tu sais, à part ça, peut-être le fait que moi, quand je suis allé vivre au Costa Rica, j'étais peut-être moins choqué culturellement qu'un Québécois qui est, mettons, jamais sorti de Montréal ou de Québec. Là-dedans, il va voir des trucs qu'il n'aurait jamais pensé. Moi, c'est comme, honnêtement, par 2-3 trucs, tout ça, on l'avait semi-vu dans nos familles. Notre famille salvadorienne, pour nous, on a eu la chance que la famille nucléaire, là, oncle, tante, puis tout était dans la même ville que nous. Fait que, tu sais, les habitudes ou le culturelles qu'eux ont, ben, c'est pas très différent du Costa Rica, du moins, là, dans ceux-là que j'ai expérimenté. Fait que c'est comme tous des trucs que je savais déjà, genre. Fait que c'est comme si j'arrivais dans un nouveau pays, là, choc culturel, puis moi, j'étais genre blasé au niveau culturel. Je suis comme, non, c'est comme chez nous. J'ai pas de surprise. Ouais, mais tu sais, aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui aide peut-être par rapport à ça. Moi, personnellement, j'allais dire que je suis jamais allée dans un pays latino-américain, c'est pas vrai. Je suis allée en République dominicaine 2 fois, mais tu sais, dans un tout inclus, là, c'est pas la même chose que réellement aller visiter. Moi aussi, j'étais allé à Cuba. Ouais, c'est une expérience inoubliable. Non, mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, c'était le fun d'aller dans des tout inclus. Je veux dire, j'ai bien aimé ça quand je suis allée, mais c'est pas comme ça que tu vas réellement voir la culture d'un pays, tu sais. En tout cas, mais bref, tout ça pour dire que non, j'ai jamais eu tant d'expérience first-hand de la culture latino-américaine. Ben, comme, tu sais, oui, notre père, il nous montre, genre, mettons, tu sais, la cuisine puis tout, mais c'est surtout que notre père, lui, quand on grandissait, ça a tellement été quelque chose de marquant, moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais dans mon enfance, que notre père faisait, puis que notre grand-père faisait aussi, le père de notre père, c'est les anecdotes. Il dit tout le temps, comme presque tous les jours quand on était jeune, je sais pas si vous vous souvenez, puis il dit j'ai une anecdote là-dessus, puis il commençait à nous raconter une histoire de quand il était au Salvador. Compter une petite Fait que moi, c'est quelque chose qui a tellement marqué mon enfance, de justement les anecdotes à papa, que j'ai l'impression que, tu sais, on n'a jamais vécu là, mais, tu sais, on connaît quand même beaucoup de choses par rapport à ça, puis comment c'était le mode de vie là-bas, pendant que notre père vivait là-bas, entre les années 60 et 80, mettons. Puis, c'est ça, genre, moi, personnellement, c'est tellement quelque chose qui me manque des fois, puis mettons juste plus tôt cette année, à la première quarantaine, je suis restée 2 mois avec notre père et notre belle-mère. Puis c'est ça, il y a quelques soirées où, mettons, je faisais à manger avec papa, puis qui a commencé à me raconter, genre, une anecdote, puis ça m'a tellement hit, genre, dans la nostalgie, là, parce que je pense que ça devait faire comme 2-3 ans qu'on n'avait pas juste eu un moment comme ça, juste les deux, où il me racontait une histoire, genre. Puis ça m'a vraiment hit dans les feels. J'étais genre, pour vrai, ça m'a rendu full émotive, mais j'ai genre vraiment aimé ça. Parce que c'est quelque chose qui me manquait beaucoup quand t'étais jeune. Ben lui qui a dit t'as pas ça, t'es même pas dans l'histoire. Laisse-moi patience. Écoute, bon, mais je te raconterai plus des histoires d'abord. C'est ça. Arrête de pleurer, Antoine. T'as même pas entendu le punch, puis ça se posait de faire rire, malaise. Mais non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais en fait, notre père et notre grand-père, les deux, sont des très bons storytellers, là. Genre, n'importe quelle histoire qu'ils te racontent, c'est tellement... C'est toujours vraiment... tu te sens... Comment je dirais? J'oublie le mot, là. Je l'ai comme sur le bout de la langue, là. Mais tu te sens investi dans l'histoire, voilà, c'est ça. Puis tu veux vraiment savoir la suite, tu veux savoir comment ça finit. Genre, ils ont tellement une bonne manière de raconter ces histoires-là. Accompagné de sonorités pour rajouter de l'intensité à l'histoire. Sans ça serait pas la même affaire. Ouais. La moitié du vocabulaire salvadorien, c'est des onomatopées. Hein. C'est dans le dictionnaire, genre. Selon l'intonation. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a toujours eu une petite histoire. Je sais que nos grands-parents ont entendu les histoires des pays d'en haut. Nous, on avait nos histoires des pays d'en bas. Fait que
On avait nos petites versions puis nos petites sorcières salvadoriennes dans un petit truc. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'avais beaucoup pogné de plis de compteurs de notre père puis de notre grand-père. Puis c'est vrai que notre grand-père a toujours une histoire. Moi, je me souviens plus de notre grand-père. C'est tout le temps parsemé de certaines menteries. Ben, moi, j'ai l'impression, des fois, tu sais, ça dépend. C'est ça qu'il y avait... La différence de compteur entre notre père et notre grand-père, c'est que notre père, il racontait l'histoire en sachant très bien qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Notre grand-père ne le savait pas, c'est mélangé, c'est quelque part là-dedans. Il y a quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est faux, je le sais pas. Écoute-moi donc finir mon histoire. C'est plus de même. Fait que, il y avait un côté presque plus magique à écouter notre grand-père, je trouve, parce que justement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, t'avais plus un feeling Big Fish, le film, là, à chaque histoire qu'il racontait. Ouais. C'est comme, ouais, il y a quelque chose de faux là-dedans, il y a clairement quelque chose qui est faux. Es-tu capable de dire quoi exactement? Je sais pas. C'est comme, je suis pas tant sûr que c'est passé de même, mais c'est fun. Non, c'est fun ça la magie de l'histoire, c'est de pas savoir qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai. Mais ça j'avais bien aimé. Aussi parsemé de beaucoup de parenthèses. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont vraiment bien enseigné à faire des parenthèses à l'infini. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai... D'ailleurs, notre grand-père avait un problème beaucoup plus grand que notre père, parce que lui, pas nécessairement à l'école, puis les parenthèses au Salvador, faut croire que ça dérangeait pas bien. Mais lui, il avait la fâcheuse tendance, puis mon père, il est encore de ça aujourd'hui, où il appelait, tu sais, dans le temps qu'on n'avait pas de téléphone, right? Cellulaire, fait que t'appelais à la maison. Chez nous, on n'a jamais répondu au téléphone, y compris pour la famille, parce que tu le sais juste quand il laisse un message, pas avant, right? Si t'as pas l'afficheur. Fait que ben souvent, notre grand-père y appelait, sachant très bien la routine. Faut que j'appelle une fois, ça répond pas. Je vais lui laisser un message pour qu'il sache pourquoi je l'appelle. Fait qu'il laissait un message, mais commençait par « Salut », le surnom de notre père. Je vais faire ça très très court, mais dans le fond, hey, savais-tu quoi? Là, l'autre fois, tu sais, l'ami à... Là, dans le fond. Tu te souviens-tu de son nom, toi? Puis il commence juste à mettre le setup de l'histoire, que le message coupe. T'as pas une heure, là. Tu sais, ton message coupe à 2 minutes. Fait qu'au final, tu sais pas. Ouais, parce qu'il y a une limite de temps. Exactement. Il y a une limite de temps. Fait qu'après 2 minutes, on savait pas du tout pourquoi il avait appelé, parce qu'il a commencé une parenthèse avant. Là, il appelle une deuxième fois, puis si on n'était pas là pour répondre, là, il disait « Ouais, excuse, ça coupait avant, mais là, je vais faire ça vraiment court. » Puis il continuait une deuxième partie, puis il finissait pas non plus. Mais t'avais une meilleure idée de pourquoi qu'il appelait. Puis ça, c'était super courant, genre. Ça arrivait tout le temps. Quand il y avait 2 messages bling-bling, il dit « Je pense que c'est mon père. » Fait que là, il checkait, puis c'était des messages qui finissaient jamais. Parce qu'il partait sur des chiens. Mais tu sais, c'est ça, c'est que je pense que ça vient de notre grand-père et ensuite de notre père. Mais c'est clairement un gène familial, le gène de l'impromptu. Ouais. Comprenez? Tu sais, qui t'es juste pas préparé, puis tu fais juste jaser, puis faire des parenthèses par des parenthèses. C'est clairement quelque chose de famille, là. On lit là-dedans. Parlant de ça, vous, est-ce que il y a genre certaines valeurs ou certaines habitudes que vous pensez que vous avez à cause du fait qu'on est moitié salvadorien, moitié québécois? Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire un truc que j'ai remarqué. Moi, j'ai encore de la difficulté à dire que c'est notre côté latino, là. Remarque, je pense que ça penche tête, mais partager la bouffe, c'est pas un big deal. Puis je sais pas si c'est ce côté-là. Mais moi, ça m'a choqué. Je l'ai appris sur le tard que ça se fait pas entre Québécois, même si t'es mon meilleur ami, là. Genre, tu prends la bouffe et il fait « Qu'est-ce que tu fais? » Tu sais, ils ont le regard comme genre... Je viens de sentir que tu m'as touché le sexe, puis genre, je savais pas qu'on avait ce genre d'intimité. Je me sens violé dans mon intimité. Ouais, puis toi, non, mais je savais pas. Je savais pas qu'on était proches de même. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on s'est pas dit. Il y a ce regard-là, quand tu piges dans son assiette. On est rendu là dans notre amitié. All right, damn. C'est comme, t'es même pas obligé d'être mon meilleur ami pour me picher dans mon assiette, mais je suis ton meilleur ami, puis tu me regardes comme si j'avais fait la pire des insanités. Puis ça c'est un petit détail qui m'est venu à l'esprit. Fait que moi, je pige dans les assiettes de tout le monde que je suis moindrement à l'aise. Évidemment, quelqu'un que je connais pas, je le fais pas. Puis je sais que... Imagine dans un resto, tu fais juste rentrer, tu fais juste piquer dans l'assiette. Puis je sais que mon meilleur ami, il va jamais me le faire, mais s'il avait à le faire, il va me le demander, puis il va me dire « T'es sûr? Si, monac, mange donc, puis ferme ta gueule, là, tu sais, mais... non, mais tu sais, moi, c'est ça, c'est que, genre, mettons, les gens, je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, beaucoup, mais que, tu sais, justement, comme, mettons, tu t'achètes des frites au McDo, là, mettons. T'avais vraiment envie de manger des frites, tu achètes des frites, puis t'es avec un ami.
puis ton ami te dit « Ah, je peux-tu te prendre une frite? » Puis l'autre personne va te dire « Ouais, OK. » Tu donnes une frite. Puis après ça, si la personne en veut d'autres, ben là, va t'en acheter toi-même, là. Genre, va t'acheter les tiennes, genre. Comme, tu sais, tu partages, mais tu partages juste un petit peu juste pour goûter. Après ça, là, faut que t'ailles t'acheter les tiens. Mais moi, c'est tellement pas quelque chose qui est dans mon esprit, là, dans le sens que, comme, tu sais, si j'ai quelque chose à manger, puis que j'ai quelqu'un avec moi, naturellement, je vais le partager. Puis c'est pas parce que, c'est la chose à faire, c'est tellement naturel pour moi que c'est juste, tu sais, si t'as de la bouffe, tu la partages, puis that's it, that's all, là, genre. T'en partages, comme tu prends ton trou. Ta gueule. Non, mais tu sais... Mettons, j'ai une petite, tu sais, je veux dire, j'ai une petite frite, ben, je veux partager la moitié, là, genre, ça me dérange pas, là, mais des fois, le pire, c'est que ça se peut que ça te dérange, puis je pense que même les latinos que moi j'ai connus, ça se peut que des fois, ils ont crissement faim, puis ils aimeraient le manger au complet, mais ça se fait juste pas dire non, tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, hey, man, c'est bon, je peux-tu en prendre, c'est un oui automatique, même si j'aimerais manger les 47 frites exactes. Mais, oui puis non, tu sais, je veux dire, moi, c'est sûr que de chaque pays d'Amérique latine, il y a quand même quelques différences, mais je pense que c'est quand même un peu la culture. J'ai été avec une Péruvienne pendant 5 ans, puis elle, puis sa mère, c'était incroyable. On allait quelque part, puis là, mettons, il nous disait « Hey, est-ce que vous avez mangé? » Puis tu sais, tu le sens un peu dans la personne que c'est genre... C'est mon souper là, que je t'offre là. J'en avais pas vraiment pour des restes, là, mais tu sais, là, je me sens mal, fait que je te l'offre. Il était là, ah non, merci, on n'a pas faim, genre, wow. La vente qui gargouille. Genre, il se le demande, mais c'est juste pour le show. Ouais, pis là, je suis là, ah, moi, j'en prends là, ta gueule là-dessus. Prends ton citron. Ah, ok. Ouais, puis, je sais pas. Puis même chose, tu sais, c'est... exemple, on recevait du monde, même si on n'avait pas nécessairement de l'extra, c'était tu l'offres là, par politesse, mais t'espères comme genre t'es comme si t'es mieux de mettre non. C'est pour ça que je trouve que c'est pas un vrai oui pis non. C'est d'accord avec moi. C'est on offre automatique. Même si au fond de toi, peut-être que t'aimerais le garder pour toi-même, ça s'offre automatiquement. Puis ce que peut-être ta famille faisait, c'est ils ont le côté inverse. Puisque tout le monde sont obligés d'offrir d'une certaine manière, ben c'est à toi de te retenir si tu sens que ils te l'offrent mais ils devraient pas te l'offrir, genre ils sont trop pauvres ou sont mal payés. Ouais, ça se peut. Je pense que c'est ça, c'est que juste t'sais. par politesse tu t'offres, mais c'est ça, il y a certaines personnes, ben en tout cas, moi personnellement ça me dérange jamais de partager, genre littéralement jamais, mais comme tu sais je sais que mais on n'est pas dans le trou, on n'est pas dans une considération. Non, ben c'est ça aussi, c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans le trou, ouais. Mais tu sais mettons quelque chose, ça me fait penser parce que ben, you know what? OK, c'est parce que je pense que c'est un sujet qu'on pourrait amener après. Fait que Felipe, toi, garde en tête. par rapport aux valeurs, est-ce qu'il y a des valeurs que tu penses que ça vient vraiment du côté latino-américain que t'as maintenant? Ben, je crois que pas nécessairement du côté latino-américain, mais juste du fait qu'on est mélangé, mettons. En tout cas, whatever. Ben, je crois que ça vient du côté latino-américain, ou du moins, en tout cas, de pays du tiers-monde, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Mais ça, c'est un truc que ça a été transmis par notre père. Puis c'est, je pense, de toujours essayer de faire toi-même ce que tu considères faisable. Même si tu n'as pas nécessairement les compétences, ben, tu vas faire, je vais apprendre puis je vais le faire. Par exemple, notre père aussi, il fait toutes les rénaux de sa maison, puis les réparations de son char. Puis même des fois, tu te dis, tabarnak, t'as tellement perdu de temps. Puis, tu sais, que si t'avais payé quelqu'un, tu serais sûrement rentré dans ton argent. Là. Je sais que le temps que t'as perdu, mais c'est plus fort que lui. C'est genre, non, tabarnak, si je suis capable de le faire, ou d'apprendre à le faire, je vais apprendre à le faire. Puis tout. Des fois, une anecdote que Marcos avait déjà apportée, mais pas au podcast, c'est la fois qu'on avait eu une GameCube, puis que, bon, en jouant avec... on mettait ça sur le top du meuble le plus haut de la maison. Puis Marcos m'avait chatouillé, fait que j'ai tiré sa manette puis la console est tombée à terre. Puis ben, à partir de ce moment-là, notre GameCube, qui était notre cadeau de Noël, ben c'était terminé. Puis mon père avait acheté un outil spécial, ben c'était pour des vis. C'est des mini-vis. Ouais, mais c'est pas c'est pas comme une tête de tournevis que t'as l'habitude d'avoir, là. Il s'est fait chier à commander ça, aller chercher ça. Il a fait le tour de la ville aussi pour trouver ce style d'outil-là. Finalement, il le fait. Il a réussi à l'arranger.
Temporairement. Temporairement. Mais il a travaillé beaucoup là-dessus pour qu'elle recommence à fonctionner genre une semaine. À mon souvenir, il a travaillé comme une nuit complète, presque sans dormir. Il n'y a personne qui l'a obligé, à part nous avec nos petits yeux d'enfants qui font comme ça, puis comme oh, ok. Puis il a fait une nuit presque complète. À 1h du matin, il marchait, puis a duré 1 semaine et demie, genre. À peu près. Ce qui est pas grand-chose, mais tu sais, le gars, il a zéro connaissance IT. Puis il a juste gossé sur des trucs YouTube, puis il a quand même réussi à le popper fonctionnel une certaine semaine, tu sais. Mais il était déjà fragile, il fallait plus savoir ce que tu fais, mais c'est vrai que, tu sais, ouais. D'ailleurs... Mais ouais, définitivement, ça, on tient ça de notre père, là. Je pense qu'on a tous plus tendance à, au lieu de tout de suite aller voir une façon payante de régler nos problèmes, on va chercher sur YouTube en premier des tutoriels. En toute honnêteté, je fais l'inverse. Mais il garde toujours l'option de le faire soi-même. Moi, je regarde puis je check combien ça coûte. Je veux pas le faire. Puis en général, c'est assez pour te décourager. Souvent, c'est super cher, puis la deuxième onglet, c'est YouTube. OK, comment je le fais pour sauver l'argent? Ouais, OK. Philippe, tu voulais dire de quoi? Pardon, je pense que je t'ai coupé. J'ai dit, ouais, d'ailleurs... je me souviens pas, laisse-moi. OK, je m'excuse. Ouais, ça, c'est un côté de toi, Eva. Sinon, t'en as-tu quelque chose qui vient à l'esprit? Une valeur, mais c'est ça, je pense que c'est ça ce que vous avez dit, ça me rejoint pas mal. Ah, puis aussi, juste le fait, c'est ça, je pense pas que c'est nécessairement latino-américain, je pense que c'est plus de vivre de grandir dans un pays pauvre, en fait. Oui. Mais justement, le fait d'utiliser ce que t'as, genre, jusqu'à temps qui tiennent plus ensemble par une seule fibre de tissu avant de changer les trucs. Parce que littéralement, là, c'est vraiment con, parce que je veux dire, je suis dans une situation financière très acceptable. Tu sais, oui, dans le sens, je suis une étudiante, fait que je suis pas riche pantoute, mais tu sais, j'ai assez d'argent pour vivre, puis si mes souliers, ils sont abîmés, j'ai de l'argent pour m'en acheter d'autres, puis au pire, sinon j'ai de la place sur ma carte de crédit si j'ai vraiment besoin d'une paire de chaussures. Ouais. Mais on dirait que je pense jamais à réellement remplacer quelque chose jusqu'à temps qu'il soit physiquement impossible de l'utiliser, genre, ou de le réparer, genre. Tu sais, parce que je pense qu'on était comme ça quand on était jeune, parce que je pense que ça vient de la mentalité de notre père, puis aussi, juste parce que, tu sais, il y avait beaucoup d'enfants, puis il voulait pas dépenser trop d'argent, ce qui est comme complètement normal, puis ça vient aussi de sa mentalité comme ça. Mais justement, tu sais, c'était ridicule, là. Quand je suis revenue de Corée, je me souviens, j'avais des souliers noirs qu'il fallait que je porte pour le travail parce qu'il fallait absolument que mes souliers soient noirs puis que ce soit pas des bottes, genre. Fait que j'avais une paire de sneakers, là, noirs, là, puis genre, littéralement, elle était tellement abîmée, il y avait des trous dedans, puis comme quand je marchais dans l'eau, mon orteil touchait l'eau, genre, comme, tu sais, c'était mon gros orteil touchait l'eau, fait que tu sais, c'était pas juste comme il y a un petit trou, c'était littéralement mon orteil, il y a assez de place pour que mon orteil sorte, là, comme, tu sais, ça fait quand même longtemps que j'aurais dû changer mes chaussures, tu comprends ce que je veux dire, là, c'était littéralement, j'ai montré ça, je me suis, puis j'étais genre à la job avec genre ma collègue, puis elle était comme, qu'est-ce que tu fais avec ça, genre, c'est n'importe quoi, là, c'est quoi, genre, t'as-tu besoin que je te passe l'argent pour aller chez lui? Non, j'en ai, c'est juste, je sais pas, genre, on dirait que... C'est encore bon, ça, Grace. C'est encore bon, ça, tu sais. Non, mais pour vrai, c'était littéralement, genre, ridicule. Il y avait un lacet qui était déchiré, il y avait des trous sur le dessus et en dessous des souliers. Mon orteil, il sortait au complet, je pouvais le voir quand je marchais, tu sais. C'était juste comme, qu'est-ce que tu fais avec ces souliers-là? Ça fait 2 ans qu'ils sont censés être dans la poubelle, genre, tu comprends? Puis là, j'ai fait, ok, je vais m'en acheter d'autres. Mais j'ai l'impression que ça aussi, c'est pas quelque chose que je pense activement, genre, tu sais, genre, papa, il nous disait de faire attention, whatever. C'est littéralement juste naturel. On dirait que j'y penserais jamais à racheter quelque chose à moins qu'il soit rendu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop abîmé. Genre, comme, je sais pas, je pense que ça vient de là. Ce truc-là de chaussures, ça me fait penser il le faisait pas souvent, là, mais quand même l'anecdote où tu te plains toujours parce qu'il y avait le tube de dentifrice à la maison, puis là, quand il était fini, dans un contexte, je sais pas, je dirais nord-américain normal, il disait « Non, il en reste full! » Puis là, si tu n'étais pas capable de le pousser comme faut, il venait avec un ciseau. Il y avait besoin de différents outils là, il sortait avec son kit d'outils ou son ciseau, il le coupait, puis il disait « Check, il y en a plein ici, fais-moi pas! » Puis ça m'a fait penser pendant un bon bout, je sais pas s'il est encore actif, ce YouTuber-là, mais c'est surtout, je pense que c'est Philippe qui avait découvert, qui s'appelle LeJuan James, c'est ça son nom? Ouais. Ah ouais. LeJuan James. LeJuan James comme un peu comme le jeu de mots de LeBron James, mais c'est Juan, J-U-A-N. Ouais.
C'est des vidéos vraiment sur des trucs typiquement latino-américains. Là. C'est ça. Puis ça nous avait drôle, surpris parce qu'au début, Philippe en partageait un peu sur Facebook. Puis je te dirais, sur 10 vidéos qu'il a faites, il en a fait bien plus. Là, le nombre de clichés de trucs de famille latino-américaine. Mais je te dirais 8 vidéos sur 10 à peu près. Je pouvais relate facilement. T'sais. Fait que c'était super choquant. Ou nous, on pensait que peut-être notre père, il y avait quelques tocs dans la tête vraiment typiques à lui qui étaient assez weird. Puis on se rend compte que finalement, genre, comme le tiers de la planète partage les mêmes symptômes dans la maison. Ouais, c'est ça. C'est juste latino comme manière de penser, je pense. Mais la question que je voulais amener après, c'est justement dans l'espèce d'opposé de tout ça. Genre, quel trait ou quelle habitude latino-américaine que vous connaissez, genre, c'est vous... Comment je dirais? Vous identifiez pas pantoute, là. Parce que moi, dans le fond, j'avais un exemple qui m'était venu à l'esprit. Faudrait que tu ton exemple pour que ça me donne une idée. Parce que, mettons, là, moi, là... Ben, j'imagine que ça vient du fait que j'ai de l'anxiété sociale, mais juste aussi dans la vie, je pense qu'au Québec, on fait pas ça. Mais, tu sais... Genre, notre père nous a parlé souvent du fait que quand t'étais au Salvador, s'il y a quelqu'un qui cogne à ta porte, puis c'est tes amis, genre, tu sais, ils s'annoncent pas avant d'arriver, puis ils arrivent, puis ils restent souper, ils restent dormir, ils peuvent rester une semaine, genre, puis après ça, ils vont s'en aller, puis t'as comme pas vraiment le choix, genre, puis c'est juste comme ça, puis ça les dérange pas, puis tout ça. Mais moi, là, quelqu'un qui a cogné chez nous puis qui m'a pas texté avant, là, non, oui, mon tabarnak. Genre, dans le sens que j'ai l'impression que, comme à part, mettons, la famille directe, genre mes frères et sœurs, mes parents, whatever, malgré que mes parents, je veux dire, ils nous avertiraient tout le temps, là, mais dans tous les cas, mettons, là, la famille vraiment, vraiment proche, puis genre, 1 ou 2 amis, comme, il y a personne que j'accepterais qui ferait ça, là, genre, qui fasse ça, là, c'est comme, non, là, genre, c'est mon espace, c'est chez nous, puis ça me fait plaisir que tu viennes, mais tu me demandes la permission avant, là. Genre, dans le sens que ça, à chaque fois que papa, il nous en parlait de cette affaire-là, moi, j'étais juste comme, tu sais, le petit frisson de genre, oh, je suis pas à l'aise, genre, comme... Mais comme, tu sais, je trouve ça bien, puis je trouve ça intéressant d'entendre ça, mais moi, genre, j'aurais de la misère avec ça, personnellement. Puis même notre père, il nous a dit que lui, maintenant qu'il a habité au Québec pendant, ça fait combien de temps? Genre 30 ans? Genre, que même lui, genre, maintenant, genre, tu sais, ça le dérangerait aussi, genre. Ben oui, mais notre père, tu sais, je veux dire, ça fait quand même très longtemps qu'il est au Québec. Puis, je veux dire, honnêtement, c'est dans les immigrants les plus québécois que je connaisse, là, tu sais, je veux dire, ouais, tu sais, c'est sûr qu'il y a des aspects culturels puis tout qu'il y a, là, tu sais, mais il est zéro... autre que physiquement, là, tu vois très bien qu'il est 100% comme un Québécois. Là. Ben, c'est ça aussi. Puis c'est ça qui m'a dit à moi, genre, plusieurs fois. Je sais pas si vous l'avez déjà mentionné, mais c'est que il dit, moi, je me sens québécois. Ça fait tellement longtemps que j'habite au Québec que je me sens québécois. Je connais les coutumes, je comprends la langue parfaitement, je parle français, aucun problème. J'écoute des émissions québécoises tous les jours. Je veux dire, il vit sa vie au Québec fully en tant que personne québécoise. Mais il dit après ça, des fois, je vais dans des magasins ou dans des restaurants, puis c'est la façon dont les gens parlent avec moi qui me rappelle, ah, c'est vrai, je suis pas québécois en fait. Tu sais, que mettons, justement, à un moment donné, je suis allée avec lui au Tim Hortons, puis je sais pas genre, je pense que au Tim Hortons, genre, le monsieur, il demandait quel genre de pain il voulait. Okay. Puis je pense que papa, il avait pas compris. Fait que comme juste répéter le mot, genre, en point, genre comme juste pour être sûr qu'il avait bien compris. Puis après ça, le monsieur a commencé, genre, il parlait genre vraiment lentement, puis il a essayé d'expliquer c'était quoi le pain, genre. Puis il était juste comme... Oh my God. Parce que le monsieur, je pense qu'il pensait qu'il parlait juste pas genre bien français, puis tout ça, puis il dit ça fait 30 ans que je suis là, puis genre littéralement il est fluent en français, là, genre il y a aucun problème. Mais moi je peux pas trop en vouloir, je peux pas y en vouloir tant au gars. Tu sais, si le gars il a jamais vu notre père, il y avait pas de mauvaise intention. Le gars il demande de répéter. C'est vrai, des fois, tu sais, t'as des shortcuts, là, tu vas checker son visage, ok, il a pas de l'air d'ici, le gars, il t'a demandé de répéter. T'essaies d'être le plus. En plus, il le fait gentiment. En fait, c'est super, tu sais, j'essaye de le mettre le plus à l'aise. C'est vrai que du point de vue de notre père, il est comme, ouais, mais mon niveau de français est sûrement meilleur que le tien, mais tu sais, comme. C'est ça. Mais c'est ça l'affaire, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que moi, quand j'étais là, j'étais vraiment mal à l'aise, parce que je pense que je filais le malaise de notre père, puis je filais le malaise du gars aussi, genre que
s'il se rendait compte qu'il était en train de parler comme ça à quelqu'un qui parle en fait vraiment bien français, il serait comme gêné. Mais tu sais, ça venait aucunement d'une mauvaise place. En fait, il a fait ça pour l'accommoder puis pour être gentil. Fait que tu sais, comme je dis, j'étais pas en train d'être fâché contre le gars, c'était juste une situation comme malaisante. Puis il dit c'est ce genre de situation-là qui me rappelle genre, ah ouais, c'est vrai, dans le fond, je suis pas québécois. Mais c'est vrai que notre père, je pense c'est un peu le côté qu'il m'avait déjà partagé, qu'il dit, tu sais, peu importe ce que je peux être, si physiquement, tu sais, j'ai pas de l'air d'un Québécois, parce que, tu sais, je veux dire, on peut pas en vouloir à personne, là, mais il dit, tu sais, le monde vont comme me traiter comme n'importe quel immigrant qui vient d'arriver il y a 2 jours, là, tu sais. Fait, mais tu sais, il dit, Chris, pendant que le gars, il dit, hey, moi, là, si j'aurais, là, tu sais, lui, dans sa tête, s'il est en train de le corriger, mais comme lui, il a un accent, mais tu sais, l'autre, il se dit, ah, tu sais, c'est pas un gars d'ici. Mais c'est ça l'affaire, en plus, avec notre père, c'est que, genre, tu sais, lui, il a étudié le français en tant qu'immigrant, qui ne parlait pas français du tout avant, puis il a vraiment appris, comme lui, il est vraiment bon en grammaire française, puis il y a beaucoup, en fait, je dirais, la grande majorité des Québécois, comme tu sais, ils savent parler français puis ils vont pas nécessairement faire full de fautes, mais demande-leur les règles de français, ils connaissent pas là. Tu sais, je veux on dire, est tous coupables là. Ben je sais pas toi. Oui, parce que à moins que tu continues là-dedans, que tu continues dans une job qui t'exige de connaître tes règles de français, comme tu sais comment les appliquer mais t'es connais pas là, après le secondaire là, genre t'es oublies. Puis fait que là tu sais, notre père littéralement il est tellement bon en français parce qu'il connaît toutes les exceptions parce que lui il a passé des heures et des heures à étudier ça. Puis tu sais des fois c'est ça, moi je suis née au Québec, j'ai grandi au Québec, puis je trouve que tu sais, mon français écrit est très bon, mais tu sais, je veux parler, puis à un moment donné, je vais juste, genre, jaser avec notre père. Genre, mettons, tu sais, souvent, en plus, quand on parle avec notre père, c'est tout le temps quelque chose qui est intéressant pour les gens de l'extérieur. C'est que lui, il nous parle en espagnol, mais nous, on lui parle en français. C'est juste quelque chose. Ce qui doit être très fréquent chez pas mal plein de monde d'autres pays. Quoi, moi, je pensais qu'on était bizarre quand on était jeune de faire ça, mais en fait, en étudiant en linguistique puis en étudiant les langues puis tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est extrêmement commun dans le cas exactement comme le nôtre où on parle une certaine langue à la maison, genre les parents parlent une certaine langue à la maison, mais on vit dans une autre langue. Les enfants vont toujours avoir tendance, à moins que les parents les obligent, à parler la langue qu'ils parlent dans la vie de tous les jours plutôt que la langue. En tout cas, whatever. Fait que c'est naturel de faire ça. C'est plutôt les autres qui s'adaptent qui sont bizarres. C'est l'autre qui... Mais dans le sens que comme... C'est parce que, tu sais, mettons, je sais qu'il y en a que, mettons, qui parlent la langue de leurs parents parce que leurs parents les obligent. Ils disent quand on est dans la maison, tu parles, whatever. Mettons, genre en espagnol. Mettons, ouais, tu sais, ça arrive quand même souvent, là, où genre, mettons que tes parents, ils parlent pas nécessairement, mettons, français dans notre cas. Mettons que notre père aurait pas parlé français, il nous aurait demandé de parler espagnol, obviously. Mais vu que lui, il était à l'aise en français, ça ne dérangeait pas qu'on parle français, il comprenait. Ça n'a pas toujours été de même. Moi, ce que notre père, même le vôtre, chers auditeurs, nous expliquait, c'est que, dans le fond, quand Marcos était petit, qui était le premier enfant, il parlait en espagnol. Ma mère, même si elle est québécoise, elle parle espagnol. Elle parlait en espagnol à Marcos. Ouais. Puis, une fois qu'il s'est rendu à la maternelle, ben, il mélangeait, il parlait un genre de fragnol. Il parlait en français, mais il disait des mots en espagnol. Puis c'est comme, tu sais, pour lui, comme à la maison, tout le monde comprend, même s'il dit ça. Il dit des mots en français, des mots en espagnol, ben, tout le monde allait comprendre. Puis il s'est rendu compte, probablement à cet âge-là, que, OK, genre, je parle une autre langue. D'ailleurs, le fils de notre frère, qui quand il y a quoi, il y a 3 ans? 3 ans, il vient de réaliser que son père, des fois, lui parle dans une langue que c'est pas tout le monde qui parle. Tu comprends? Ouais, parce que c'est ça, c'est que lui, ben, en fait, quand t'apprends, c'est que t'apprends juste les mots. Telle affaire, c'est telle affaire. T'as pas le contexte. Mais puis à un moment donné, c'est ça, genre, c'est ça que notre frère Gabriel nous expliquait, que justement, son fils, des fois, il demandait « Ah, c'est quoi ça en espagnol? » Puis au début, il comprenait pas la différence entre espagnol, français, anglais, whatever. Ben, je pense pas qu'il apprenne en anglais, mais en tout cas, il comprenait. Ouais. Fait que c'est ça. Mais en fait, j'ai pris un cours à l'université sur l'acquisition d'une langue seconde. Puis en fait, il conseille de justement parler la langue minoritaire à la maison quand tu grandis, puis tout, puis qu'à l'école, ils vont s'ajuster. Parce que justement, Marcos, peut-être qu'au début, tes 2-3 premiers jours de garderie, ça devait être ben lent, là. Mais comme après 3 jours, comme l'enfant, il est capable de switcher genre vraiment rapidement. Genre. Puis après ça, il y a 2 langues d'acquis. Fait que c'est nice. Ouais. Mais ouais, où est-ce que je voulais en venir avec ça? J'avais une idée, mais... Ben, moi, j'enchaînerais avec le fait que, tu sais,
moi, je peux considérer que je comprends très bien. Mon parler, il est bon. Mais tu sais, c'est sûr que on n'a jamais été à l'école en espagnol. Donc, notre langage est vraiment comme celui qu'on a connu à la maison. Je peux pas parler de n'importe quel sujet si je l'ai pas déjà abordé. Je peux écouter des films en espagnol, puis genre, soit je vais tout comprendre ou les trucs que je comprendrai pas, je vais déduire, puis je vais, à cause du contexte... Comprendre avec le contexte. Le contexte, je vais comprendre, je vais être capable d'associer des affaires. Mais, sinon, si tu me dis, OK, toi, parle-moi de, je sais pas, moi... parle-moi d'avion aussi, puis de toutes les technicalités. C'est sûr que là, je donne un esti d'exemple exagéré parce que Chris, même en français, il faut que tu apprennes les noms, le vocabulaire, là, mais bref, c'est-à-dire, même dans des trucs pas tant compliqués, mon vocabulaire est un peu limité parce que j'ai pas, autre que mon père, j'ai pas toujours parlé en espagnol non plus. Ouais. Fait que, je sais pas vous, là... comment que ça a été, là, mais moi, à l'école, Chris, mes amis me disaient hey, comment qu'on dit ça? Ça, c'est l'affaire que j'haïssais le plus. Là. Avec le dictionnaire sur deux pages. Ou genre, il y a une chanson, hostie. C'est quoi qu'il dit, là? Go, traduis-moi ça. C'était de même pendant qu'il chante. Là. Moi, j'avais pas la pression non plus. Je dans la gorge, mon moi, ça me fâchait pas autant, là, mais des fois, parce que ça me dérangeait pas des fois de dire je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Ça me gênait pas tant que ça. C'est ça la différence, je pense. Moi, ça me dérangeait pas de dire je sais pas trop qu'est-ce qu'il dit, mais ça veut dire ça en gros. Moi, je disais en général, genre. Puis j'aidais juste, tu sais, à moi, tu sais, si mon meilleur ami arrivait puis il me dit « Hey, ça veut dire quoi ce truc-là? » Je veux dire, je te le dirai quand ça va me tenter, honnêtement. Ça me tente pas, là. Fait que je te le dirai pas là. Mais si c'était la chicks de la classe, par exemple, là, j'étais... Ah oui, là, tu chauffes ton espagnol. Pour toi, moi, quand ce tu veux. qui me fâche tellement dans cette situation-là, c'est que je fais « OK, tu veux vraiment comprendre la chanson? Viens-t'en. On va aller sur Google, esti. Je vais rechercher les paroles puis je vais te dire phrase par phrase ce que ça veut dire. » Mais je trouve tellement que c'est lourd, là. Je suis comme. C'est pas dans le fond, là, tabarnak, si tu vas plus t'en souvenir dans 2 minutes, puis moi, ça me prend un esti d'effort intellectuel à faire ça. Puis il y a aussi des affaires qui se traduisent mal, tu sais. Ça, c'est vrai, ouais. Tu sais, où ça perd de sa saveur, ou genre, tu le dis, mais si je te traduis mot pour mot, des fois, il y a des trucs que. C'est pas aussi poétique. Non, ça fait pas pareil, mais ça fait vraiment laid. Spécifiquement avec l'humour, le nombre de jokes qui t'écoutent en espagnol, puis je me pisse dessus, puis je le dis en français à voix haute, puis je fais hey, c'est pas pareil, hein? C'est comme. C'est même pas drôle partout, en fait. C'est juste. OK. Au pire, ça te fait sourire. Non, c'est vrai. Mais ça, c'est de n'importe quelle langue. Moi, personnellement, par rapport à la langue, l'affaire là, du dictionnaire sur 2 pattes, là, mon Dieu, moi, là, ça a tout le temps été mon énorme complexe quand j'étais jeune. Je pense pas que ça vous a nécessairement affecté de la même manière que moi, mais moi, c'était littéralement un énorme complexe que j'avais quand j'étais jeune. Parce que moi, j'étais fière d'être à moitié salvadorienne. Je me souviens que je le mentionnais tout le temps, puis tu sais, je veux dire, quand j'étais au primaire... Comme une végane mentionnerait qu'elle est végane, ou un Montréalais dirait qu'il est de Montréal. By the way, I'm Latina, oh mon Dieu. Ah, ça, il n'y en a pas ici à Québec, nous autres à Montréal. Stylé, mais j'ai attrapé cette maladie-là, ça me fait penser... mini parenthèse, ça me fait penser, il y a une YouTuber qui s'appelle Lele Pons, puis elle est vraiment pas drôle, honnêtement. Okay. Ce que je trouve, là, moi je la trouve vraiment pas drôle, mais c'est comme rendu un running gag sur l'internet que les gens y rient d'elle parce que littéralement à chaque fois qu'il y a un trou, un silence dans une conversation, on va dire « By the way, I'm Latina ». Genre, c'est comme... Elle veut essayer trop de le plugger, genre... Fait, en tout cas, mais bref, j'étais pas comme ça, mais c'était intense quand même dans le sens que... quand j'étais jeune, c'est ça. C'est que moi, mettons, les présentations orales qu'on faisait sur un pays, j'étais comme, je vais faire sur le Salvador, genre, je vais faire sur telle affaire, whatever. Puis, tu sais, j'étais bien fière de mon père et tout ça. Puis, ça n'a jamais été quelque chose qui me complexait d'avoir... parce que c'est ça, c'est aussi une question que certaines personnes se posent quand ils grandissent dans une situation comme nous, où il y a certaines parties de ta vie, surtout quand t'es jeune, que des fois, tu vas presque avoir honte de ton côté... d'un autre pays ou whatever. Moi, ça n'a jamais été le cas, mais j'avais quand même beaucoup de honte par rapport à mes propres capacités. Parce que justement, j'étais comme, je suis vraiment fière, je suis à moitié salvadorienne, mon père, il est full cool, il est full exotique, puis tout ça. Mais après ça, les gens, ils me demandaient de parler en espagnol et j'étais pas capable. Parce que c'est ça. Comme j'ai mentionné plus tôt, avec notre père, bon, en tout cas, moi, personnellement, comme je dis avec Marco, c'était un petit peu différent au début, mais moi, personnellement, je me souviens jamais avoir parlé en espagnol avec
notre père. J'ai toujours parlé en français. Mais lui, il nous a toujours parlé en espagnol. Fait que ça allait comme des deux bords. Fait que le truc, c'est que justement, c'est que moi, je pratiquais jamais mon espagnol parlé. Parce que c'est ça, c'est qu'avec notre père, qui était notre source d'espagnol, j'y parlais pas en espagnol. Fait que, en fait, moi, j'avais beaucoup de la misère au début. C'est bizarre parce que c'est comme si, justement, il y avait une seule partie de mon cerveau qui était stimulée, la partie compréhension. Fait qu'une fois que j'arrivais pour parler, c'était comme un blank. Genre, comment tu dis ça en espagnol? Puis, littéralement, je le savais pas. Puis le truc, c'est que c'est des mots que j'ai déjà entendus, mais je le savais pas parce que j'ai l'impression que c'est le genre de truc que faut juste que tu le pratiques. Mais une fois que tu le pratiques, ça vient vraiment rapidement parce que tu l'as eu dans ta tête toute ta vie. Mais quand tu le pratiques jamais, c'est dur. C'est comme n'importe quelle langue, là, tu sais, je veux dire. J'écoute des films en anglais à côté, des séries en anglais à côté, mais vu que je parle pas anglais tant souvent que ça, quand je parle, c'est pas long, nécessairement fluide, là, tu sais, je peux pas parler en anglais comme je parle en français. Tu sais, je veux dire, fait que c'est normal. C'est normal. Non, c'est ça. Puis, mais c'est ça, moi, c'était un gros complexe. Moi, j'avais peur que les gens me demandent de parler en espagnol parce que j'étais comme, mais là, qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont se rendre compte qu'en fait, je le parle pas bien? Puis moi, pendant des années, des fois même, j'en braillais tellement j'étais genre gênée. Puis je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'étais autant gênée de parler espagnol. Puis je sais pas pourquoi j'étais autant gênée de pas être capable de parler espagnol. Mais ça a été une grosse partie de ma vie, cette gêne-là. Puis je me souviens que quand j'étais au secondaire, en plus, c'était vraiment chiant parce que j'étais en concentration de musique. Donc on était dans un groupe fermé. Puis c'était le même groupe d'élèves toute notre secondaire, presque. À quelques exceptions près. Puis dans notre groupe de musique, il y avait moi, qui avait grandi au Québec, mais qui avait un père salvadorien. Et il y avait une autre fille qui était mon amie aussi, qui était mexicaine, qui avait grandi au Mexique jusqu'à ses 9 ans, je pense. Puis après ça, elle avait déménagé au Québec. Mais à chaque fois que quelqu'un demandait c'était quoi un mot en espagnol, il me le demandait à moi. Puis j'étais comme... Là, tu te sens... Ben là, la fille est mexicaine, là. La fille, elle a grandi là. La fille, elle parle espagnol tous les jours avec sa famille. Pourquoi tu ne demandes pas à elle? Pourquoi tu me le demandes à moi? Parce qu'après ça, je me souviens, à un moment donné, mon prof de secondaire 5 m'avait demandé c'était quoi fruit en espagnol, puis je m'en souvenais même pas, genre. Puis je virais rouge, puis j'étais tellement gênée, puis c'était comme la grosse affaire. Mais en tout cas, moi, finalement, ce problème-là, ça s'est quand même débloqué quand je suis arrivée au cégep. Parce que quand j'étais au cégep, j'étais dans le programme de langue, puis j'avais des cours d'espagnol qui étaient obligatoires, malgré le fait que notre père est salvadorien, c'est comme, à moins que j'ai eu des cours d'espagnol avant, ou que j'ai déjà habité dans un pays latino-américain, j'étais obligée de prendre des cours d'espagnol. Puis j'ai jamais habité dans un pays latino-américain, j'ai jamais eu de cours d'espagnol. Fait que même si j'étais en contact avec mon père tous les jours, qui parle espagnol, ça comptait pas. Fait que j'étais obligée de prendre des cours d'espagnol. Puis tu sais, le premier cours, c'est plate. Tu te fais apprendre hola, comment estás? Je veux dire, c'était vraiment plate. Mais en même temps, ça m'a forcé à parler espagnol. Puis après 2-3 cours, j'étais comme 800% fois, genre, plus à l'aise qu'avant. Parce qu'il fallait juste que je me botte le cul puis que je commence à le parler. Tu comprends? Puis là, tu sais, mon espagnol est pas parfait. Puis j'ai beaucoup de misère avec... comme l'écriture, genre l'orthographe des mots, parce que c'est con, là, mais l'espagnol, quand tu l'écris, c'est quand même relativement simple, et en français, ce n'est pas simple. Fait que souvent, j'écris des mots en espagnol, puis je rajoute des lettres par rapport, parce que je me fie sur le mot en français, pour l'orthographe. Puis en fait, justement, mettons juste teatro en espagnol. Je marquais avec un H, mais il n'y a pas de H en espagnol, parce que... Non, t'as écrit au son, t'as écrit comme si t'avais pas une dent dans la gueule. Mais je comprends, Eva, que ça fuck le chien quand surtout ce que tu as appris à écrire, c'est les règles de français, où il y a des lettres, c'est ça. Genre, ça peut pas être aussi simple, là. Ça ne peut pas être aussi simple. Puis en espagnol, c'est bien l'inverse. Oui, c'est aussi simple. Au pire, t'as oublié un accent. Au pire. C'est ça. Fait que, tu sais, justement, c'est là que je me rendais compte que... fait que l'orthographe, je suis pas malade là-dedans, mais whatever. Puis aussi, la conjugaison des verbes, j'ai de la misère avec ça un peu, des fois. C'est mon problème. Mais je veux dire, maintenant, je suis rendue à un point où je suis très fière du progrès que j'ai fait, parce que, pour vrai, maintenant, n'importe qui genre, à mon travail ou whatever, qui va me parler en espagnol, je vais pas avoir de la misère à communiquer avec eux. Comme, oui, il y a des verbes que je vais mal conjuguer, mais j'aurai jamais de problème à qu'on se comprenne, tu sais. Puis alors que, il y a 5 ans, quand j'ai commencé le cégep, je pouvais même pas te dire c'était quoi fruit en espagnol. Non, ben ça, c'est... D'ailleurs, c'est une espèce de crainte que j'ai surmontée, moi, parce que moi aussi, j'ai vécu tellement cette espèce de honte-là, de « Hey, c'est comment qu'on dit ça en espagnol? » Puis je le savais pas, puis ça me mettait toujours mal à l'aise. Fait qu'à un moment donné, j'avais beaucoup d'amis
colombien. Puis dans le fond, il y avait quelques amis que j'avais de confiance, que eux autres, dans le fond, ils riaient pas de moi, tu sais, ils voulaient m'aider, mais ils étaient comme... Eux autres, justement, physiquement, ils se seraient jamais douté que j'étais un fils d'immigrants latino-américains. Mais en écoutant mon nom, ils ont fait « Hein, tu viens d'où, genre? » Moi, je pensais que t'étais Inuit. J'ai fait « Non, je pense pas que j'ai l'air d'un Inuit, mais OK. » Puis là... je dis, tu sais, mon père est salvadorien, puis tout, OK. Puis, tu sais, je lui parlais en espagnol, puis il fait, t'as pas vraiment d'accent, OK. Mais là, il voyait que je faisais des fautes dans mon parler. Puis, genre, eux, comparés à d'autres gens, ben, au lieu de rire de moi, ben, ils me disent, ah non, c'est de même, tu dis ça. Fait que, avec eux, je me suis comme dégêné, puis j'ai pratiqué beaucoup avec mes amis, plus qu'avec notre père, parce que je comprends. Moi, de notre père, je pense l'espèce de raison pourquoi je voulais pas lui parler vraiment en espagnol ou j'étais pas à l'aise, c'est que je chantais toujours, tu sais, lui étant professeur en plus, je chantais toujours que genre, dans sa tête, il jugeait comment je parlais puis il faisait il analyse grammaticalement tout ce que tu dis, que ce soit en français ou en espagnol ou en anglais même. Il me disait, Chris, c'est sûr qu'il, lui, dans sa tête, je suis un esti de denté, là, je suis pas capable de... Je suis un illettré. Mais c'est ça aussi, genre, que dans le sens que moi, c'est ça, c'est que comme je dis maintenant, je suis très à l'aise. Je suis quand même à l'aise en espagnol, beaucoup plus qu'avant, mais ça reste que je pratiquerais pas avec notre père. Puis ça, je sais pas si c'est quelque chose qui le rend triste, peut-être, mais moi, je sais pas, je me sentirais pas à l'aise de parler espagnol avec notre père parce que je pense que, first of all, c'est l'habitude. Tu sais, ça fait 23 ans que je lui parle en français. Ce serait comme juste bizarre de changer du jour au lendemain. Je pense que c'est juste la routine. Puis aussi parce que j'ai toujours, tu sais, justement, peur de, comme... qu'il soit genre déçu, genre que genre je parle pas bien ou qu'il me corrige, puis je sais pas pourquoi, mais pour une certaine raison, le fait que mon père me corrige sur l'espagnol qui m'a parlé toute sa vie, ça me gêne beaucoup plus que quelqu'un d'autre qui me corrige. Je comprends, je pense que c'est pour ça que tout le monde, de les quatre, pas grand monde qui ont parlé en espagnol, ou sinon pas longtemps, là, il y a eu des petits moments là, où ça, des petites passes. Mais je te dirais que on le sait peut-être tous à l'intérieur de nous qu'en fait notre père c'est la meilleure personne à qui on pourrait pratiquer notre espagnol. De un, il connaît toutes les règles, puis de deux, parce qu'il est professeur puis que lui-même il a vécu l'humiliation d'apprendre le français quand on riait de sa gueule. Il va jamais rire de nous puis il va toujours être des corrections constructives puis tout le kit avec une patience infinie. Mais c'est le truc qui tue, c'est le fait que c'est notre père. C'est pas le fait que c'est un bon prof. C'est la fierté. C'est le père, c'est l'attente. Puis tout le poids qu'on avait souvent, là, par exemple, toutes les anecdotes que vous avez données, que j'ai vécues aussi, là, que je répéterai pas, c'est une limite ou une attente qu'on se donne à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a aucun Québécois qui dit « Hey, récite-moi le dictionnaire comme si tu le connaissais par cœur. » Mais nous autres, si on pouvait pas capable de le faire, il y avait quelque chose qui marchait pas, là. Mais c'est vrai parce que je me dis, je pense que, tu sais, excuse-moi, mais dans le fond, mettons, justement, mon prof de secondaire 5 qui dit « C'est quoi fruit en espagnol? » Mettons, j'aurais dit « ça me vient pas en tête, je sais pas. » Il aurait fait « Ah, OK. » Puis il aurait move on. Mais moi, dans ma tête, ça allait être grave. Ouais. Comme, genre, je reviens pas que je connaisse pas ça, mais pas grave, genre. Mais c'est vrai qu'on se met beaucoup de pression, que les gens s'attendent pas nécessairement de nous. Genre, les gens ont pas tant d'attentes envers nous. C'est nous qu'on pense que les gens ont des attentes, genre. Puis qu'on va les décevoir. Et le pire, c'est con, là, mais c'est l'étiquette qui nous a été imposée à la naissance. Moi, je m'appellerais Marc Sauveur Leloup, puis j'aurais aucun problème de faire des erreurs d'espagnol. Mais mon nom, c'est pas Marc Sauveur Leloup, c'est Marcos Salvador Lopez. Alors, je dois avoir un bon accent, une bonne prononciation, puis une fluidité native. T'es supposé traduire des chansons. Moi, je suis traducteur de chansons. Mais personne me dit ça. Puis même nos amis québécois qui nous demandaient des traductions, c'est genre, au pire, tu le sais, tant mieux. Si tu le sais pas, je m'en fous. Mais à cause de mon nom, à cause de cette étiquette-là, j'ai comme un devoir envers la société de les éduquer sur quelque chose que je sais pas. Mais c'est fou parce que j'imagine que, tu sais, mettons, les rôles avaient été inversés. Notre mère est salvadorienne, notre père est québécois, puis on avait un nom complètement québécois. On sentirait. Je suis sûr que le poids serait pas nécessairement inexistant, mais serait excessivement plus bas. Parce que, justement, quand t'es dans un domaine comme public ou whatever, social, puis qu'on nomme ton nom, il y a personne qui va penser l'être. Fait qu'à moins que toi, tu le spécifies, c'est sous le radar. Il y a personne qui le sait, tu sais.
Exactement. Fait que c'est vrai que techniquement, notre nom a eu un effet sur nous et sur, pression, et sur la pression qu'on se Oui, mettait. oui, parce que moi, avant de m'appeler Louis Philippe Lopez, j'étais juste un Inuit. J'avais l'air d'un Inuit. C'est ça. Puis j'ai cassé ça en imposant mon nom. Puis ça m'a fait penser parce que je parlais de cette espèce de dualité-là identitaire à des amis à Montréal. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que tu avais dit au début du podcast, mais moi, j'ai senti pas mal quand j'étais... selon le quartier où on était, quand on était petit, selon le fait que c'était les années 90, que c'était à Québec. Mais moi, je me suis toujours fait dire, soit j'étais différent, soit j'avais quelque chose. Hey, j'avais quelque chose de différent. Genre, je peux pas mettre mon doigt dessus, mais t'es pas 100% québécois, toi. Fait que là, je disais souvent que j'étais à moitié salvadorien pour ces gens-là. Mais à Montréal, je pense qu'il y a un mélange des deux. Un mélange que c'est super multiculturel. Puis deuxièmement, on était rendu dans les années 2010 et plus. Il y en avait bien plus. Puis c'était beaucoup plus ouvert. Moi, je passe pas vraiment comme un latino si je le dis pas à Montréal en général. Mais à Québec, c'est parce qu'à Québec, ça fait comme 10 ans, 8 que je vis plus là. Fait que je sais pas. Mais quand j'ai vécu à Québec, moi, j'avais quelque chose. Moi, même si j'avais pas d'accent, si on me voyait, t'as quelque chose, toi, d'exotique. Ouais, moi honnêtement, c'est ça, pas vraiment, jamais. Mais c'est vrai qu'à Montréal, encore moins. Encore moins, oui. À Montréal, les gens, ils posent pas tant de questions par rapport à ça, là, à moins que t'apprennes vraiment à connaître la personne puis t'es curieux, mais les gens, ils... C'est juste plus hétérogène. Fait que t'aies légèrement les yeux en amande, ça veut dire quoi, ça, aujourd'hui? Tu comprends? Fait que c'est juste qu'ils vont pas commencer à assumer nécessairement. C'est vrai qu'il y a un peu de la culture de genre, peut-être que je me doute, mais je vais juste pas le dire. Il y a peut-être un peu ça aussi, je sais pas trop. Mais moi, je passe sous le radar 200% là-bas, ça, c'est sûr. Mais tu sais que depuis que je suis à Montréal, je pense que je me suis beaucoup plus souvent fait demander si j'étais française que si j'étais... genre latino-américaine ou whatever. Ah, ouais. T'as-tu un béret? Pourquoi? T'as-tu un foulard? C'est quoi non, t'avais? Mais où c'est que tu manges? Où c'est tu moi, là, OK, ce que je vois, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont des opinions différentes là-dessus, mais moi, de ce que j'observe de moi-même, il y a beaucoup de gens qui me disent que je m'exprime, genre, bien. Puis que, genre, je sonne comme si j'étais française, mais que ça faisait longtemps que j'étais au Québec ou whatever. Moi, personnellement, parce que j'ai grandi au Québec, puis que j'ai toujours eu l'impression que je parlais québécois, je l'entends pas vraiment, mais c'est définitivement un commentaire que je me suis fait faire souvent. Fait que genre, plus souvent que genre, t'es-tu des racines latino-américaines? Les gens sont comme, t'es-tu française? Puis je suis comme, non, je suis née à Québec, j'ai grandi là. Mais je sais pas, mais ça, je pense que l'affaire du niveau de langue que j'utilise, puis à quel point mon langage est soutenu, je pense que ça a plus rapport avec le fait que du côté égale française. C'est sûr d'une française. C'est sûr d'une française. Mais c'est vrai que ça a quand même encore cette connotation-là un peu chez les gens. C'est vrai. Mais en fait, je pense que c'est surtout parce que, tu sais, quand on a grandi, ben... tu sais, j'ai l'impression que, surtout du côté de notre mère, toute la famille de notre mère, c'est tout genre des profs, des affaires comme ça. Puis c'est toutes des gens qui parlent très bien. Tu sais, mettons, je pense à notre grand-mère, puis notre grand-mère, tu sais, elle s'exprime tellement bien. Notre grand-mère, ça serait la pire des insultes que tu l'appelles française. Ah, pardon! mais c'est elle qui a sûrement le vocabulaire le plus soutenu dans mon entourage, tu sais. Mais... ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vu que j'ai grandi avec ce côté-là, je pense que c'est peut-être ça qui a affecté mon langage, j'imagine. Mais sinon, je sais pas. Ça vous est-tu déjà arrivé, vous, de vous faire dire ça? Malgré que Philippe, toi, avec tes expressions, des fois, je pense pas qu'il y a personne qui pense qu'il est français. Philippe, ses palabres soutenues. Ouais, moi, la seule affaire que je me rappelle, là, c'est quand ma grand-mère, elle disait « C'est une guitare, pas une guitare. Une guitare. » Oh mon Dieu, c'est vrai. Oh mon Dieu, c'est comme quand j'étais jeune. Exactement. J'ai jamais réussi. Exactement ça. Je me souviens, notre cousin, qui a exactement le même âge que moi, on a comme 8 mois de différence. On se faisait souvent garder ensemble chez notre grand-mère quand on était jeunes. Puis, je me souviens que lui, il m'appelait tout le temps Eva. Eva. Puis notre grand-mère, elle disait, c'est pas Eva, c'est Eva. Puis genre, elle lui pétait des coches pour ça. Genre. Puis ça fait penser à ça. Fait qu'en tout cas, notre grand-mère, elle, là, les A, c'est des A. Les c'est pas des A. OK. Après avoir snappé à table avec la plus grande règle qu'elle avait, c'est Eva. Eva.
Pas et bas, sacrément. Sûrement, il y a des plis comme ça qui sont restés dans notre parler. Fait que non, maintenant que tu me le dis, je me suis peut-être fait... Je sais pas quel verbe utiliser ici, là, on va pas dire accuser, mais je me suis peut-être fait mentionner que j'étais français, mais c'est vraiment... Tu sais, c'est pas régulier. Je sais pas toi à quel point c'est régulier, mais moi, ça arrive peut-être 2 fois dans ma vie, honnêtement. Non, pas tant que ça. Français, non. Depuis que je suis à Montréal, ça doit m'être arrivé 7-8 fois, je pense. 7-8 fois? Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Ben écoute donc, t'as peut-être un français meilleur que nous autres. Je sais pas, mais c'est... je me suis fait souvent dire quand je travaillais justement avec le public puis que je servais beaucoup de clients, puis les gens étaient comme « T'es-tu français? » Je suis comme « Non. » Donc c'est ça. Ou la dernière fois, quand j'étais dans un Amigo Express, le monsieur, il est comme « Tu t'exprimes bien? Es-tu française? » Parce que, évidemment, les Québécois, ça s'exprime pas bien. Ouais, c'est impossible. Ça existe pas. Je vais juste à l'université. Mais ouais, non. Et ça me fait penser à une anecdote, pis ça semi-rapport. C'est toujours avec l'identité multiple. La pluralité identitaire. Ouais, en tout cas ça. Puis ça, c'était un point que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était Gab, parce que notre frère Gab, qui est pas ici dans le podcast, nous est allé à 18 ans, si je me trompe pas, au Salvador, justement, voir le pays de ses ancêtres, de l'autre côté. Et un des premiers trucs... promise. Ouais, un des premiers trucs qui a été mentionné de son espagnol, avant même, je pense qu'il y avait des problèmes de conjugaison ou quoi que ce soit, c'est de la manière qu'il parlait son espagnol, qui est super intéressant, parce que quand je travaillais à Montréal, j'avais un très bon ami qui venait du Liban, et lui, c'était la même chose, un peu comme nous. Ben, lui, c'est différent du sens, ses 2 parents sont libanais, puis il est né au Liban, mais il est arrivé super jeune, c'est le plus jeune de 3 frères et sœurs, fait qu'il est arrivé, il devait avoir 5 ans, à maternelle, il est arrivé au Québec, tu sais. Fait que là, lui... Le niveau d'arabe qu'il y a, qui est plus un dialecte libanais, il me disait, dans le fond, tout le Maghreb puis une partie du Moyen-Orient parle arabe, mais ils ont tous des dialectes vraiment différents. Puis dans le fond, lui, il a le dialecte plus libanais, si je me trompe. Là, si on a des auditeurs libanais, s'il vous plaît, fouettez-moi puis dites-moi c'est quoi les vraies affaires. Mais en gros, c'est ça que j'ai compris. Puis un peu comme notre frère au Salvador, quand il est allé à 18 ans, et lui, à chaque fois qu'il retourne voir sa famille, quand ils vont voir du monde de leur âge, il dit « C'est drôle, hein? Tu parles comme un vieux monsieur. » Ah! Ouais. Il se faisait-tu dire ça, Gabriel? Gab, il s'est fait dire ça, puis ça m'était resté. Puis justement, mon ami libanais aussi, il faisait faire la même chose. Fait que j'arrive là-bas, moi, je sais que je suis un gars jeune, hip and cool, puis je m'exprime, il fait « Tu sonnes comme mon grand-père. T'es vraiment bizarre. Je veux pas être ton ami. » Ça ressemble à des trucs de même. Non, mais pas nécessairement je veux pas être ton ami, mais c'est parce que justement la langue, c'est la langue qu'ils apprennent à la maison, puis la langue qu'ils apprennent à la maison, la langue elle reste figée dans le temps parce qu'il n'y a plus de recyclage. Fait que lui, c'est le libanais c'est l'arabe libanais des années 90 là, qui attend à la maison. Mais c'est tellement fou que tu dises ça, parce que juste aujourd'hui, je faisais une lecture pour mon cours de sociolinguistique, puis il disait que en général, justement, quand t'es ado, tu as beaucoup plus tendance... En fait, quand tu grandis, tu as beaucoup plus tendance à imiter le langage de tes pères plutôt que de tes parents. Mm-hmm. Fait que les gens qui t'entourent, fait que justement, comme quand tu grandis puis que t'as pas de gens autour de toi, de ton âge, qui vivent dans cette langue-là ou whatever, ben c'est sûr que là, tu vas te fier au langage de tes parents, mais en général, les gens, ils font pas ça. Fait que c'est probablement pour ça, justement, que c'est pas... le niveau est pas pareil. Il y a pas le langage jeune parce qu'il est pas en contact avec des gens comme... En tout cas, qui habitent dans cette culture-là, qui ont le même âge que lui, j'imagine. Oui, ben exactement. Ouais. C'est exactement comme nous. C'est le même principe. Fait que quand Gabi est allé au Salvador, il est arrivé là-bas, il s'exprime avec le seul espagnol qu'il connaît. C'est l'espagnol salvadorien de la famille à Québec, qui est un espagnol de guerre civile des années 80 qui a pas évolué, genre. Fait que t'arrives là-bas avec le monde de ton âge, puis le monde font comme, genre, t'es vraiment dole, pareil. La manière t'es pas au bout du jour, en esti. Toi, ça fait longtemps que... T'es en rabais en esti. C'est écoulement des stocks. Let's go, Chris, ton camp. Ouais. Là-dessus, je trouvais ça super intéressant. C'est des trucs qu'on pense pas, mais c'est vrai que l'espagnol ou la langue d'origine qu'on traîne, si toi, t'as pas ta communauté autour qui se développe une autre, tu vas pas parler le même français, farci, peu importe d'où tu viens. Que le monde de ton âge parle là-bas, en tout cas. Moi, j'ai remarqué aussi qu'on avait un dialecte plus vulgaire que la moyenne des gens.
Moi, je pensais que c'était très normal. Puis c'était genre... Mais non, c'est latino, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, faut croire que non. C'était vraiment particulier à notre famille, qui, en fait, ben, notre père a été élevé dans une famille pauvre. Puis sa mère venait plus d'un milieu un peu comme ghetto, là, si on peut dire, là. Avec une famille de bums un peu, fait que c'est sûr. Puis il dit qu'il y avait ses cousins qui étaient venus habiter chez lui, qui étaient très, très grossiers. Puis il dit, j'ai grandi avec eux, fait que j'ai comme pris les mauvais plis un peu, tu sais. Fait que, ça se peut. Ouais, ses cousins à notre père qui ont déteint sur nous. Quelques exemples de beaux vocabulaires que tu pourrais partager avec le public? Ben, exemple, cerote, qui serait... en fait, c'est un petit truc de cire qui est utilisé par les cordonniers pour les lacets, pour cirer des lacets. Ah ouais, ok, je savais même pas d'où ça venait. Ouais, ça, c'est la définition officielle. Mais juste que c'est devenu dans notre famille, là. Mais les Salvadoriens, en fait, je sais pas si c'est full au goût du jour, là. Peut-être que c'est en rabais, ça aussi, là. Mais bref, c'est un mot qui veut dire, dans le fond, t'es comme un morceau de caca solide. C'est comme si t'étais le bouchon d'un gars constipé, là. Fait que un cerote, c'est comme t'es un tas de merde solide. Ouais. Ça fait que, ouais, ça c'est... Des belles expressions. Ouais. Full classique, on aime ça. Puis ça, le pire, tu dis ça ailleurs qu'au Salvador, moi j'ai jamais trouvé quelqu'un qui savait ce que ça voulait dire. Ben, il y a des expressions qui sont différentes ailleurs. Je pense que j'ai glissé ça. C'est là, au Costa Rica, puis ça voulait pas nécessairement dire merde à mon souvenir, mais c'était définitivement quelque chose de dur. Non, ben c'est ce que j'expliquais. Felipe? Que c'est un bouchon, ben une espèce de pastille de cire qui sert à cirer des lacets. C'est les cordonniers qui utilisent ça. Mais dans le fond, ça a été imagé pour exprimer que dans le fond, c'est un bouchon là, de crotte. Ouais. J'ai appris, j'avais presque oublié ce mot-là de mon enfance, mais au Costa Rica, j'avais réentendu le mot pacha, mais pas dans le contexte que moi j'ai grandi avec du tout, ou dans le contexte qu'on a grandi. Ben, en fait, je veux dire, la version costaricaine, dans le fond, il me disait est-ce que tu voulais una pacha? Qui est una pacha? Puis là, je faisais comme... Je comprenais pas la joke, parce que moi, clairement dans le contexte... Ça voulait pas dire la même chose, pantoute. Il était 3h du matin, on est dans les montagnes en haut, il fait un peu noir, on est tous gelés raides, puis quelqu'un me dit une pacha. Clairement, il m'offre pas du lait chaud. Fait que je me disais, peut-être, ouais, si toi t'en prends. Puis là, il dit, bien sûr. Fait il sort son... il se dit, c'est pas une joke. Ouais. Je savais pas si c'était de l'acide ou whatever, mais il sortait, dans le fond... Tu sais, on en a ici aussi, mais c'est des bouteilles de fort, mais la version la plus petite, souvent, les versions... pour essayer, genre. Genre des mini-versions. Ouais. La Smirnoff en plastique, là. Ouais, la Smirnoff en plastique, puis il en sort, là. Il dit, c'est juste un petit extra, tu sais, qu'on a fumé, mais tu sais, je sais pas si ça va être un peu chaud aussi. Fait que, tu sais, j'ai amené ma patch au cas où, genre. Fait que là, il commence à boire, puis il m'en jette un peu. Puis là, je pose la question, tu sais, je veux pas avoir l'air d'un gars qui sait pas trop c'est quoi il parle. Il dit, patcha, dans le fond, c'est l'alcool qu'il y a dedans, ou... Il dit, non, c'est le 16. C'est le 16, là. C'est pas une patcha de n'importe quoi. Ouais, non, mais c'est la petite bouteille. Mais c'est ça, mais en même temps, ça a un lien quand tu y penses, c'est juste utilisé dans un contexte différent parce que. Ouais, ben vas-y. Ben, je dis que dans le fond, c'est des gros ivrognes parce que la manière que nous on a grandi, c'était un biberon. Fait que c'est ce que tu donnes aux enfants. C'est une taille relativement petite. Puis je sais pas comment ça s'est évolué, mais ça s'est ramassé au sud comme genre, c'est comme un biberon, mais tu sais, de l'essentiel, de l'eau de vie. Aussi, beaucoup de. C'est ça comme leur biberon avant d'aller se coucher, là. Ouais, mais si je leur dis, Pacha, est-ce que ça veut dire biberon au Costa Rica, il dit, ben non, c'est juste la taille petite. Sais-tu d'où ça vient? Ça a une origine commune, mais genre là-bas, ils associent même pas ça avec le biberon, là, en ce moment. Non, ça savait même pas intéressant. que ça voulait dire ça aussi. Mais oui, parce que je me souviens quand j'étais jeune que ça, c'était bien un mot en espagnol que je disais, là, que je disais que je disais en français, genre, je veux une pacha. C'est ce que je disais. Ouais. Puis c'était un biberon de lait chaud. Mais beaucoup de mots de l'espagnol viennent de différentes origines autochtones. Fait que, tu sais, il y a des pacha, je suis pas mal certain que c'est pas de l'espagnol. Ouais, je pense pas. Là? Fait que c'est des expressions... Non, c'est vrai. Même, je pense que même notre père nous l'avait dit que c'était pas pacha, c'est sûrement un mot espagnol. Mais même, il y a aussi un autre mot que je peux penser, le aguacate,
pour dire avocat, que ça aussi, c'est un mot autochtone de base. Ça se peut, ça ferait sens. Puis il me semble, en plus, ça veut dire genre couille or something. Je pense que Ah oui. Je dis ça, mais en fait, je suis pas sûre. Là. Je vais aller googler mon fact, mais je pense que oui. Mais il y a tellement de synonymes. C'est comme, regarde, en espagnol, tu peux dire, mettons, pour revenir sur les couilles, tu peux dire aussi des œufs, tu sais. En français, je dirais pas... Oui, c'est vrai. Genre, je sais pas, moi... pogne-moi... Arrête de te pogner les œufs. Arrête de te pogner les œufs, là, tu sais, ça serait weird, là. Mais... Ça sonne pas aussi drôle en français, mais oui, c'est ça, l'euphémisme en espagnol. Ben, en espagnol salvadorien, peut-être, je sais pas à quel point c'est répandu. Une autre expression que je trouvais très drôle et colorée que notre père nous disait quand j'étais enfant, puis je disais encore, dis-le encore. C'était pour dire un pénis, ben on disait una paloma, qui est paloma, dans le fond, c'est une colombe. Fait que ouais, c'est une colombe. Touche-moi à la colombe, si. Lâche-toi à la colombe! Hey, c'est vrai. Je viens de vérifier mon fact, ok, puis je vais vous lire ça. Avocado actually comes from a word meaning testicle. When the Aztecs discovered the avocado in 500 BC, they named it ahuacatl, which translates to testicle. It is likely that the texture, shape, and size of the fruit, as well as the way it grows in pairs, inspired the name of the avocado. Fait que, ils ont juste trouvé que ça ressemblait à des puis noir à l'intérieur, testicules, puis en fait... Yeah, c'est that's what it is. Ouais. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Ça fait du sens. Ahuacatl, avec le TL. Je sais pas comment ça se prononce, ça. C'est full présent dans les trucs à Mais je pense que c'est vraiment comme tl, comme ça. Ok. Mais c'est parce qu'il y a une langue qui est encore vivante, qui s'appelle le nahuatl. Puis je pense que c'est la ouais, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu prononces... c'est au Mexique, ça. Ouais, moi, je trouve que quand tu prononces le tel, ça ressemble comme ta prononciation du coréen. Ah ouais? Ouais, de la manière tu me fais le T. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je fais comme genre... Ça, c'est comme quand tu me slappais d'en face, à chaque fois, je prononçais pas le U comme du monde en coréen. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas ça, c'est pas U, c'est... je me souviens plus. C'est pas U, c'est U. C'est U, puis il y avait tous les nerfs ici qui remontaient, puis je suis comme, non, je fais pas ça, fuck off. C'est vrai. Ouais. Quand j'ai essayé d'apprendre le coréen à Marcos pendant genre une soirée. En une soirée. Apprendre le coréen en une soirée. Non, mais il a appris comment l'écrire puis le lire, là. Wow. Il a appris comment l'écrire puis le lire. Chers auditeurs, le coréen, l'alphabet, ça s'apprend en 1h30. Puis j'en suis la preuve. Mais apprendre le coréen, non, faites-vous pas des espoirs. Là. C'est comme n'importe quelle autre langue. Ça fait 5 ans que j'apprends ça et je suis encore médiocre. Mais en tant que tel, l'écriture est vraiment facile à apprendre. Fait que oui, j'ai appris genre comment lire le coréen à Marcos en une soirée, oui. C'est possible. Puis après, elle m'a donné quelques cours de base là, que j'ai complètement oublié, évidemment. Là, mais comment dire, je suis étudiant, je m'appelle Marcos, puis peut-être une autre phrase de plus. Là. Mais c'est intéressant. Évidemment, pour ceux et celles qui veulent aller vivre en Corée, c'est cool. Pour ceux et celles qui aiment juste le K-pop, gardez-vous une petite gêne. C'est beaucoup compliqué. Beaucoup d'efforts pour juste votre trip passager. Beaucoup d'efforts pour un trip de jeunesse. Pour une erreur de jeunesse. Ouais, mon trip de jeunesse a tellement dérapé que je t'ai rendu encore, honnêtement? Moi, je niaisais un peu, mais me semble que... Sur la K-pop? Ben, me semble que t'aimes toujours ça, mais... Tu sais, moi, je me souviens tripper, là. Tu tripes encore comme je t'ai connu? Non, je trippe pas autant qu'avant, non, parce que... Ben dans le sens, c'est ça, j'aime encore ça fait encore partie de ma vie, mais non, je suis plus autant une fangirl parce que maintenant j'ai d'autres intérêts, puis whatever, aussi, comme n'importe quel intérêt sur lequel tu tripes vraiment, ben après quelques années, ça finit par fade away un petit peu. Tu sais, je veux dire, quand j'avais 14 ans, je trippais sur One Direction, puis j'ai trippé vraiment intense sur One Direction pendant peut-être 3-4 ans, puis à un moment donné, ben, ça l'a juste fade away, là, mais là, tu sais, ça fait... Ouais, moi, j'ai pas l'impression que connais... le K-pop, c'est fade away. Moi, je te dis pas que le K-pop non, a pas fait away. Non, vraiment moins que One Direction, oui. C'est beaucoup plus présent. Non. Mais je pense que c'est beaucoup plus présent parce que aussi j'habitais en Corée, fait que ça m'a vraiment marqué. Puis maintenant, je suis comme associée à ça pour le reste de ma vie. Mon point à moi, c'est que quand t'as fade away One Direction, t'as pas vraiment fade away du core que représente One Direction. Parce que switcher au K-pop, selon moi, c'est une continuité de One Direction. C'est boys band. C'est boys band. T'as dit, mais j'ai moins trippé One Direction, puis j'allais sur autre chose. Ouais, mais K-pop, tu leur changes de langue, mais c'est le même concept. Honnêtement, je te dirais que c'est. Des gars qui dansent synchro, différent, là. qui chantent tout en même temps.
Ils sont beaux à regarder, ils sont beaux bonhommes. Mais tu sais, mettons, c'est ça, c'est que maintenant... Bon, Froc de cuir. mettons, je regarde là, des vidéos de One Direction quand ils étaient live, puis maintenant, je trouve ça plate. Parce que maintenant, je suis rendue avec des standards de danse complexes et synchronisés. Fait que genre, je suis comme... En tout cas, tu as mis... Mais bref, mettons, c'est le next level. J'aime encore ça, puis je pense pas que je vais complètement perdre l'intérêt, mais non, c'est plus aussi intense que quand je viens juste de commencer, c'est sûr à 100%. Chers auditeurs, notre soeur a un trip, elle trippe beaucoup, Philippe aussi, je vous dirais. Sûrement Gab puis moi aussi, mais moi j'ai l'impression que les deux gros tripeux de la famille, c'est ces deux-là. Fait que là, moi je te dirais, Eva, tu tripes sur quoi en ce moment d'une manière complètement pas saine et déraisonnable? Ouf, il y a plusieurs choix. D'habitude, c'était un, puis il y avait des à côté. T'en as-tu un en ce moment ou t'es rendu dans une phase de ta vie où t'en as peut-être 3-4 niveaux égaux? J'en ai genre 3-4. Mettons, je trippe bien gros sur... Peut-être 5. non, je trippe bien gros sur tout ce qui est langue. Je suis une vraie nerd, OK? Puis n'importe quelle affaire où les gens ils me parlent de langue ou d'apprentissage de langue ou whatever. Je suis des pages de mimes, de linguistique, puis je trouve ça fucking drôle. Le drag, mais ça fait quand même un bout. J'aurais pensé que ça, c'était ton numéro 1. La K-pop, mais c'est pas dans un ordre particulier, c'est juste les trucs sur lesquels je trippe. Puis je dirais genre l'astrologie. J'aime vraiment ça, l'astrologie. Je sais qu'il y a bien des gens qui jugent ça, mais moi je trouve ça fucking le fun. Astrologie, là, c'était ma passion au secondaire. Puis j'avais un prof là, qui avait une façon. Il y avait une façon de nous l'expliquer, là. On parle d'astrologie ou d'astronomie, tu niaises dessus, là? Tu niaises pas, là, Philippe? Genre Verseau. Mais là, Lion, on parle des planètes, là. Ah, ok, non. Non! Ok, l'astrologie. Ah, ouais, non, moi, j'ai jamais été full. Tous tes Gémeaux, Scorpions, ces affaires-là. Là. Non. Ok. Moi, c'est ça, j'étais comme ça, je peux pas que tu me dises que t'es trippé sur l'astrologie. Astronomie. Astronomie, ok, c'est de ça qu'on parle. Là. C'est pas de ça qu'on parle, c'est de l'astronomie que moi je parlais. L'astrologie. Fait que oui, ça rapporte aux planètes, mais pas de la même sens que tu penses. Ben regarde, si j'ai pas le titre du mêlé en chef pour Ardjin, ça fait que vas-y, continue avec ton essai de sujet plate. Puis je dirais que ces temps-ci, ben ça rentre un peu dans l'aspect langue, culture que j'ai toujours vraiment trippé, mais ces temps-ci, j'ai une obsession un peu malsaine avec les chants de gorge inuit. J'aime fucking ça. Ah ouais? J'aime tellement ça. J'écoute juste ça. Genre, à chaque fois, genre, le soir, je vais juste comme scroll dans des vidéos de chants de gorge inuit, puis je les écoute. Écoute, moi, j'ai eu mon trip, j'ai jamais eu un trip intense, là, mais j'aime toujours ça écouter des chants de gorge, mais plutôt mongoliens, puis j'ai écouté aussi les chants de gorge inuit, là, d'amour, puis toute l'équipe. Puis les deux, honnêtement, fouettez-moi quelqu'un si vous êtes mongolien ou inuit qui nous écoute, mais moi je trouve que c'est la même affaire. Genre, tellement pas. Non, mais pas entre les deux, je parle. Ok. Pas entre les deux, je parle. Tu mets, ça c'est une tune sur l'amour inuit, je fais ok. Puis là ils chantent, je vais pas les imiter, je veux vraiment pas insulter ça, là, vous checkerez sur YouTube. Après il va dire ça, c'est une chanson sur la dure vie, je sais pas moi, d'un poisson dans l'eau. Puis je dis ça c'est la tune numéro 1 sur replay. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais je peux voir ce que tu veux dire par là. Parce que oui, dans le sens, ça utilise souvent les mêmes sons, mais il y en a quand même qui sont un petit peu plus particuliers que je trouve genre vraiment intéressants. Il y a 100% des nuances, mais moi, je parle pas la langue inuit, puis j'entends pas. Fait que pour moi, honnêtement, c'est comme quand je suis allé sortir avec... on est allé dans un super beau restaurant de New York, moi puis mon ex, puis on était avec ses parents à elle, puis qui m'ont fait goûter une coupe de vin à 140$, puis qui me dit, avoue que c'est meilleur que la coupe de vin du dépanneur sur le coin. Puis je suis comme, oui, pour être poli un peu, mais une partie de moi fait comme... Ben, pas tant. C'est la même affaire. C'est du vin rouge, pareil, parce que je peux pas encore apprécier les nuances, parce que je sais pas. Fait que pour moi, tu viens de gaspiller probablement un extra 120 sur ma langue. Puis il m'a dit, veux-tu une deuxième? Puis j'ai dit non. Puis là, j'avais l'air du gars qui a pas aimé ça, mais moi, c'est mon côté, genre, gaspille pas de l'argent sur moi. C'était plus ça que d'autres choses. Mais fin de ma parenthèse, on parlait de quoi? De mes trips, parce que je parlais du chant de gorge inuit que j'adore ça. Je pas de différence au son. Moi, mais moi, pour vrai, là, man, moi, je trouve tellement ça... comment je dirais? Genre, j'ai vraiment l'impression de comme être en transe quand j'écoute ça. Genre, j'ai vraiment l'impression de comme flotter puis de pas penser à rien, puis c'est genre intéressant. Je sais pas, puis comme...
genre, ça me calme, puis j'aime vraiment ça. Puis c'est ça. Fait que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos de ça ces temps-ci. Fait que je dirais que c'est ma 5e affaire que je trippe ces temps-ci, là, mettons. Ouais, mais ça met en transe, Puis je trouve, les chants de gorge. Là, ouais, c'est pas... C'est ça. Je peux pas dire, ça, oui, c'est crissement différent, mais je trouve juste que c'est comme des vibrations qui font rentrer en transe. Fait que bref, on est des grands fans de chants de gorge, chers auditeurs. Ouais, on aime tout ça, les chants de gorge, les trois. Non, mais tu sais, mettons, justement, le chant de gorge inuit, là, il disait que, justement, les vibrations de tout ça, souvent, c'est une coutume que les femmes, ils faisaient quand les hommes étaient partis chasser, puis ils berçaient leur bébé en faisant des chants de gorge. Fait que les vibrations, ça aidait les bébés à s'endormir. Puis maintenant, on dirait que genre, je peux complètement comprendre pourquoi, parce que justement, c'est comme des vibrations qui te calment. Genre, ouais, d'ailleurs, moi, c'est dans cet aspect-là que j'écoute les chants de gorge. Moi, j'écoute des chants de gorge mongols. Puis c'est souvent quand que je fais de la... Ouais, ben, mettons, je fais de l'insomnie ou j'ai juste, genre, j'ai trop... je sais pas, moi, je reviens de courir, puis là, Chris, c'est le soir, ou je viens d'écouter une série, puis je suis, genre... J'arrête ma tête, esti, mes idées, ça spin, là. Ben, j'écoute ça, puis on dirait que ça me détend, genre, puis je m'endors. Ben, j'écoute pas vraiment des chants de gorge pour le fun autre que ça, là, tu sais, c'est vraiment comme pour me relaxer. Moi, ça me relaxe pas nécessairement, je dis pas que ça m'excite, là, je peux comprendre ton point, mais moi, c'est surtout, ça me met en transe d'une certaine manière. Moi, quand je vais être créatif, je dis pas que sur ma playlist, j'ai du chant de gorge pour un mood en particulier, mais ça me fait plutôt vraiment comme, je sais pas, là, far out, tu sais, je suis comme... Je sais pas comment expliquer ça, mais puis moi c'est surtout c'est pas quand ils font leur musique de gorge, c'est spécialement quand ils font leur espèce de sifflement là, tu sais, que je suis incapable d'imiter. Mongolien, ouais, mongolien. Ils ont leur chant, blablabla, puis après ils ont un genre de... C'est comme un sifflement, quelque chose avec leur langue. En même temps. Ils peuvent garder une note longtemps parce que ça ne demande pas beaucoup d'air dans le fond, là. Puis quand ils font juste des petites variations comme ça, là, puis ça fait un air, là, c'est ça qui me fait genre... c'est comme si je fumais un bat sans en fumer un. Ouais. Mais c'est ça, c'est que justement, d'ailleurs, parlant de ça, fumer du pot en écoutant du chant de gorge, highly recommend, 10 out of 10 would do again. Bon, on a une recommandation là-dessus. Chant de non, gorge, mais pour vrai, c'est nice. mongolien en fumant un bat, chers mesdames et messieurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait que bref, Marco, on fait je confirme, je viens d'aller chercher le... On dirait que je clignais des yeux à toutes les fois que tu disais mongolien, là, mais c'est mongol. Parce que mongolien, c'est plus un jeune atteint de trisomie 21. Oh. Est-ce que ton effet est voulu? Non, pardon. Pardon. Sur ces paroles de sagesse. Faut que tu frappes sur quelque chose. Sur ces paroles de sagesse, c'est ça. Ok, ouais, c'est fait que c'est un... mongol, ben pardon. Mais ça, moi aussi, c'est quelque chose que j'oublie tout le temps entre mongol puis mongolien. Mais anyway, c'est ça. Vous mélangez les deux mots qu'il faut pas dire. Tu dis pas Chris de Mongol. Tu dis pas Chris de Mongol. Le Mongol, c'est un peuple mongol. Ben, tu devrais pas dire Chris de Mongolien. Non, tu dis pas Chris de Mongolien, mais c'est-à-dire Mongolien, c'est vraiment un terme pour dire quelqu'un qui atteint de trisomie 21. C'est un terme péjoratif qu'il faudrait éviter. Donc, on est vraiment désolé d'avoir utilisé Mongolien. C'est pas dans le but d'insulter, là, mais c'est juste pour reprendre Marcos parce que j'étais comme... Pourquoi qu'il dit Mongolien? C'est mongol. Honnêtement, c'est... je pense... C'est mélangeant. Je pense que c'est non, mais je pense que c'est l'anglais. En anglais, il faut dire Mongolian. Ah, ben oui, ça se peut. Ouais, mais moi, je vis en anglais depuis combien de temps, Philippe? Ah, c'est vrai, dans le fond. C'est parce que Marcos, c'est notre envoyé spécial qui est en Colombie-Britannique. Ici, ça fait pas longtemps, mais même au Costa Rica, si je bloquais en espagnol, je switchais pas au français. La personne qui parle ça. Ouais, même chose pour moi quand j'étais en Corée. Fait que je pense que c'est ça. C'est souvent, ce genre de faute-là que tu fais justement parce que tu te bases sur le mot en anglais, puis après ça, tu le traduis genre en français. Ça sort parce que, seul, parce que en anglais, c'est Mongolian. Fait qu'en Mongolian. Tout ça pour dire, on est désolé d'avoir fait une faute, c'était pas intentionnel. Maintenant, on le change, on va dire Mongol à partir de maintenant. Exactement. Voilà. Merci. Yeah. Mais sinon, je sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter sur les multiples identités. Non. L'identité plurielle. Non, ça va. On est des Québécois, Salvadoriens, francophones d'Amérique du Canada. Et on aime les chants de gorge. Avec un petit dash of spice. Ouais. Puis on aime bien les chants de gorge. Inuit et mongol.
Moi, je vous dirais que j'ai jamais utilisé ça à mon avantage. C'est tellement faux. Mais tu sais, à part peut-être, honnêtement, à part d'un job où pour me rendre intéressant dans une discussion, puis encore là, je l'ai jamais placé, moi, personnellement. Je sais pas si vous avez quelque chose qui vous pop avant de... Tu fais juste dire ton nom, puis tu viens de le placer, tu comprends-tu? C'est pas... Moi, je pense que c'est automatique. C'est sûr que tu peux mettre l'emphase là-dessus. Mon prénom, non. Personnellement, mon prénom, non. Moi, mon prénom, c'est Marcos, puis le nombre de personnes qui m'ont dit juste avec mon nom, genre, t'es-tu grec? Parce qu'il l'a aussi. Ouais. Tu sais, quand tu dis ton nom, puis qu'il n'y a pas nécessairement une photo, ou du voix, mais vite fait, je peux passer pour un grec juste avec mon prénom. Physiquement, je sais pas à quoi il ressemble, mais tu sais, ils sont quand même dans le sud, ils sont quand même bronzés, c'est la Méditerranée. Marco, ça pourrait être grec. Je me suis passé souvent pour grec à cause de mon prénom. C'est quand je dis mon nom de famille que là, ils font comme « Ah, ok, ça, c'est pas grec, zéro, là, pis une barre. » Ouais, mais je pense que le seul que c'est évident, juste en disant le prénom et pas le nom de famille, c'est Felipe. Ben parce que ton prénom, c'est Luis Felipe. Ouais. Mais dans tous les cas, ça sonne latino-américain. Eva, moi, mon nom, c'est Louis avec une faute. Tout le monde s'appelle. Ouais. C'est Louis avec une faute. Mon nom, c'est Louis. Mais il n'y a pas de faute dans les prénoms, fait que prononce-les Louis. C'est juste que je l'ai mal écrit. Ouais. C'est Louis, mais ma touche du haut est un peu collée. Fait que, exactement. Louis. Donc là-dessus, on est bien curieux de savoir qui est dans une situation similaire chez nos auditeurs. Donc, ça serait cool que vous nous partagiez peut-être des anecdotes de votre entité plurielle. Identité plurielle. Identité plurielle. Anyway, dans tous les cas, si vous avez grandi dans un contexte multiculturel, parlez-nous-en, racontez-nous des anecdotes dans le fashion de notre père. Ah oui, quand j'étais petit, blablabla. Ouais. Ou juste... Racontez-nous ça, on aime bien ça vous lire. Fait que, si vous faites juste lever vos deux doigts en disant « Moi, je suis... c'est correct aussi, mais c'est vrai qu'anecdote, c'est priorisé maintenant. À savoir. Ouais. Puis tout ça, évidemment, partagez-le nous sur nos réseaux sociaux. Donc, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Yes. All right. Sur ça, à la semaine prochaine. Ouais. On se voit la semaine prochaine. Salut. Bye bye les bisous.